Salut les gars et bienvenue dans votre émission Radio Dixie. Comment tu vas Baptiste? Ben ça va et toi? Ça va super mec, je suis content de te retrouver, ça fait quoi, 2-3 semaines environ? Non, ça fait Euh, moins que ça, non? Ça fait... deux... Ah ouais? On n'a pas fait la semaine dernière, on a fait la semaine juste avant, je crois, non? Tu me manques tellement à chaque fois Ah que bah ah ouais, je j'extrapole. me doute. Ouais, je sais, les gens, c'est pareil, hein. On Les me le gens de dit tout manière le temps. générale. Ah bien sûr. Alors aujourd'hui, on va faire une revue d'actu. Et pour commencer, on va rapidement vous parler de votre nouveau Premier ministre, le mollusque des Pyrénées. Enfin, nouveau. Le boomer par excellence. Ah, il est là depuis longtemps. Le de socialiste comme tous les autres, François Bayrou. Félicitations les gars. François Bayrou. Quand même, non mais attends, là, votre vie va changer. Premier ministre, François Bayrou. Non mais les mecs, ils font... En fait, Macron, il fera tout pour ne jamais avoir un mec de l'opposition avec lui. Jamais. Non mais, parce qu'en fait, c'est fou quand même. Quitte à aller chercher des mecs qui sont là depuis toujours. François Bayrou, il était ministre de l'Éducation nationale, écoute bien, en 93. Il y a 32 ans. Ça fait 32 ans qu'il est là. Il s'est planté surtout. Hein. Faut savoir qu'à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, il a tout foiré, il a laissé le voile à l'école et tout. Maintenant, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Enfin, vraiment, le mec a tout foiré. Il a été dans tous les partis. Il a soutenu tout le monde. Hollande, Ségolène Royal, Sarkozy, tout le monde. Je te jure que c'est vrai. Il a Il était trahi de tous les Balladur, côtés. il a trahi Sarkozy. Il était avec Balladur et tout. Tout le monde, le mec. Non, mais il a fait un truc bien dans sa vie, Bayrou, c'est quand il a mis la tarte au gosse qui lui faisait les poches. Là. C'était marrant, ça. On va en reparler de tout ça. Je vous balance le plan les gars. Justin Trudeau qui ajoute 324 marques et modèles d'armes à feu à la liste des armes interdites au Canada pour les offrir à l'Ukraine. On va ensuite aborder, ça le fait pas rire du tout, Baptiste. On va Non, non, ensuite aborder. là, on est à un niveau, c'est dramatique. Ah oui, non, c'est incroyable. On va ensuite aborder le sujet de la Syrie et de la chute de Bachar el-Assad, car Baptiste n'en peut plus de tout ce qu'il entend à ce sujet, donc il a des choses à vous dire. Puis on va revenir en France, où le pays enregistre un record de nombre de faillites d'entreprises en 2024. Toujours des chiffres très positifs. Mais vous inquiétez pas, on terminera avec une excellente nouvelle. Ah Vous, bon? contribuables, vous payez des sommes astronomiques pour que chaque changement de sexe se passe dans cette belle république. Vous allez halluciner ce qui sort de votre poche Il pour est dur l'épisode là, les gars. financer les changements de sexe. On va On essayer de va se rigoler, marrer. mais bon, on va se marrer. Bon, on va essayer, mais bon, là, l'épisode, il y a quand même, c'est là, il y a que des bonnes nouvelles. Bon, après, quand même, François Bayrou, Premier ministre, ça annonce quand même de beaux jours. Tu sens que les Ah, ça choses va être vont drôle. changer. C'est le renouveau. C'est là. J'ai pas envie de dire la révolution, mais on y est presque. C'est vraiment là. Ah bah oui, là, je sens que déjà, ça va déjà un peu mieux. C'est Tellement lui, juste. c'est le mec qui arrive à donner zéro espoir à tous les bords politiques de France, que tu sois de gauche, de Exactement. droite, n'importe. Personne. Bah Zéro oui, espoir. forcément, puisqu'il a été partout, il a jamais rien fait. Donc Et avant de parler de, oui. de Monsieur Bérou, je voulais quand même vous dire que depuis la dernière fois, vous pouvez retrouver sur mon Patreon 3 nouveaux podcasts, Les méchants capitalistes, où on aborde des sujets tels que Milley, Musk, le droit naturel, le Bitcoin, la libération d'un activiste libertarien par Trump, parmi plein d'autres sujets. Ils font tous plus de 2 heures, donc c'est parfait à écouter en jouant aux échecs sur votre téléphone, en faisant du sport ou sur la route. Tout comme les 3 nouveaux podcasts à la découverte des abonnés, où des gars qui partagent vos idées, vous expliquent leur parcours et vous donnent des conseils pour être plus libre. Un premier avec Léopold, protestant paysan du sud-ouest, l'autre avec Pierre-Louis, expatrié au Monténégro, et un dernier avec Laurent, un lourdaron libertarien dont la fille adolescente a un cancer mais qui déteste le système de santé Voilà. communiste français, pour reprendre ses propres termes. Tout ça disponible sur patreon.com/leguise. Et toi Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Je crois que tu es parti en vadrouille ces derniers jours et que ça t'a permis de faire du lourd contenu Patreon. Ouais, alors les 2 derniers trucs que j'ai postés, j'ai cuisiné une, soupe d'alligator pour 100 personnes. Parce que c'était l'événement caritatif, annuel du Métroflex, où on cuisine et cetera, bref et où les fonds, il y a une compétition, il y a un repas, tout ça et puis les fonds vont, à une association qui s'occupe des orphelins. On fait tous les ans je participe, sur différentes façons. Je juge pendant la compétition et je fais pas mal de choses. Cette année, comme j'avais beaucoup d'alligators au congèle et que, il manquait un peu au niveau de la bouffe, bah, du coup, j'ai fait une énorme soupe d'alligator et j'ai filmé. Donc, mec, je te dis pour 100 personnes, je te parle d'une gamelle, on peut pas voir, mais un truc vraiment, énorme, hein, énorme, laisse tomber, hein. Il y avait,
peut-être 17 kilos d'alligator dedans, et puis genre 36 litres de bouillon de poulet. Enfin bref, ça m'a pris. Ça, Voilà, donc. c'est une phrase de dingue, mec. J'avais trop d'alligators au congèle. Ouais. Donc j'ai fait une soupe d'alligator, donc ça c'était cool. Et donc les gens ont adoré, donc voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et ensuite là, je suis parti dans le Tennessee, dans les Smoky Mountains. J'avais une propriété de chasse à aller voir, et donc j'en ai profité pour me faire un petit road trip. Je me suis arrêté en Arkansas, etc. Je me suis arrêté à Nashville. J'ai été voir Broadway, Lower Broadway, qui est vraiment l'endroit, on va dire, de mythique de la musique country, où il y a tous les studios, les honky tonk, vraiment très très célèbres et tout. Ah ouais. Et puis après, j'étais dans les Smoky Mountains, qui est vraiment voilà, magnifique. J'ai fait plein de choses, une distillerie de moonshine, enfin plein de choses. Et donc j'ai fait un long vlog de 30 minutes qui est dispo Le aussi. Donc Tennessee, voilà. c'est l'état de la country music. C'est là où tout Oui, se oui. produit, Bah, tu vois. Nashville, c'est vraiment Mm. la ville de la country music, on va dire. Music City USA, je crois qu'il la Ouais, surnomme ouais. comme ça. Ouais, non, c'est vraiment un gros, gros truc. Bon, après, moi, je suis passé rapidement et tout, mais voilà, c'était. Le vlog est sympa, et puis c'est surtout, moi, c'est surtout les Smokies qui, vraiment, qui sont incroyables et qui est très très beau. J'avais un beau chalet dans les montagnes, donc voilà. Cool. Tout ça, c'est Pour dispo. toi, pour toi, Nashville, ça reste une ville, quoi. Ouais, non, moi, j'aime pas ni Memphis ni Nashville. En plus, enfin, bon, ouais, je vais pas commencer parce que là, je vais dire des trucs. Mais disons que Il y a la- non, mais voilà, disons que c'est ouais, non, non. Cette partie-là du Tennessee, c'est pas mon truc. Moi, les Smokies, j'ai vraiment adoré la mentalité, tout. C'est vraiment le vieux pays. C'est le sud authentique. C'est vraiment cool. J'ai bien bouffé et tout. Enfin, Ah, vraiment. génial. Ouais, Smoky ouais. Mountain, c'est pour montagne fumante, c'est dans Ouais, ce parce sens-là? qu'en fait, il y a toujours du brouillard au niveau de la cime. Et en fait, c'est super impressionnant. On dirait des volcans un peu. Tu sais, on dirait qu'il y a toujours de la fumée qui s'en échappe. Elles sont toujours, peu importe le temps, elles sont toujours enrobées d'une espèce de vapeur blanche. Tu sais, c'est très vaporeux. C'est super beau du coup. C'est super beau. Et ça fait un peu la montagne de smog. Tu sais, c'est vraiment. Non, mais je te jure, il y a un côté la montagne solitaire là, tu sais, du Hobbit. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment très joli. C'est très très sympa. Et bon, c'est rempli d'ours et tout. J'ai croisé un Ah ours oui! noir. Et d'ailleurs, attends, mais il faut que je parle de ça parce que c'est marrant quand même. Je croise un ours noir sur la route. Un gros en plus, hein. Parce qu'il faut savoir que les ours noirs, ils hibernent pas. C'est pas comme les ours bruns, parce que c'est vrai que les gens ils peuvent penser, mais les ours noirs, en fait, c'est un peu différent. On va dire qu'un gros ours noir, ça va faire 230 kilos. Voilà, les gros, quoi, vraiment. OK. Mais, Donc mais c'est un là, pyro, donc, quoi. j'en croise un gros, ouais, j'en croise un gros, et je filme, et on le voit marcher sur le côté de la route, tu sais. Et je dis: «Ils sont gros les castors ici», mais en fait, les gens n'ont pas capté. Il y a plein de gens qui ont cru que je parlais vraiment d'un castor. Alors, Ah je ouais? vois pas comment, je vois pas Ça se comment, voit parce que clairement sur putain, la ça story, se voit bah clairement que c'est un oui. ours. Bah, dans ma tête, oui, mais j'ai eu très peu de réactions. Déjà, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, d'habitude, quand je pose un truc comme ça, j'ai beaucoup de réactions», et dans les réactions, j'ai commencé à capter qu'en fait, les gens croyaient que je parlais Un vraiment gros d'un castor. castor, quoi. Et là, je me suis dit: «Mais attends, Moi, mais en fait, moi, je vais te parler très sincèrement, mec, je pensais que c'était un ours bébé, parce que je le voyais quand même assez petit, mais c'est parce que c'est un ours noir, quoi. ouais, non, en vrai, il est gros, hein. Il est gros, hein. OK, en fait, Celui sur la qui vidéo, on était n'arrivait sur la pas trop à vidéo. voir la Ouais, ouais. dimension, j'ai l'impression que c'était un peu Mais en fait, petit. si tu regardes la Ouais. vidéo, quand il marche, il y a une espèce d'arbre à un moment, et genre il le fait tomber carrément quand il marche. Ah Il oui, écrase un d'accord. arbre qui doit avoir un tronc comme ça, tu sais. Et vraiment, genre, il marche dessus et l'arbre, il fait tu vois. Là, tu te dis, bon, quand même, je pense qu'il faisait au-dessus de 200 kilos. Il était vraiment gros parce qu'en plus, c'est l'hiver, il fait des réserves et tout. Donc, à mon avis, c'était un gros, ouais. Mais Ah bon, bah, c'est vrai que c'est dur à parfait. voir, mais quand même, tu vois, même si tu vois pas bien sa tête et tout, tu vois bien que c'est pas un castor. Je te parle d'un truc de 200 kilos, bordel. Mais, Ah, c'est mais clair, bon, on voyait que c'était un ours, ouais. Moi, une fois, j'avais vu un ouais. bébé ours, mort sur le bord de la route. J'avais pas Ah, voulu descendre parce que si la mère était proche, elle aurait peut-être ouais, attaqué, ça ouais, le bébé ouais. venait de Ouais. mourir. Mais, en tout cas, les Smoky Mountains, c'est ultra reconnu, hein, donc ça m'étonne pas tout ce que tu dis à ce niveau-là. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça? Non. Non, non, Bah, parfait. allez voir, allez vous abonner à Patreon, allez voir, hein, ça va vous plaire. Yes, Je rappelle que c'est comme 5 d'hab, € l'abonnement, et que c'est date à date, donc vous pouvez vous abonner juste un mois, regarder autant de vidéos que vous voulez, vous abonner au Guise. C'est combien ton abonnement? c'est 5 € aussi maintenant. Ouais, 5 € aussi. Vous mettez 5 € chez moi, 5 € chez le Guise. Pendant un mois, vous pouvez voir tout ce que vous voulez, tous les contenus, même ceux qui ont été faits il y a un an, etc. Moi, il doit y avoir plus de 50 vidéos à voir maintenant, et le Guise, il est encore plus prolifique, il doit y avoir des centaines de contenus. Vous pouvez c'est le tout podcast. voir, vous regarder, etc. Et puis si ça vous plaît pas, bah, vous vous désabonnez, ça vous aura coûté littéralement 5 €. Donc ça vaut le coup. Exactement, et puis c'est aussi une façon de nous soutenir, hein, au-delà d'avoir Ah oui, accès à c'est nos la meilleure contenus façon de nous exclusifs. soutenir. Exactement, ouais. Écoute, parfait mec, les liens sont en description comme d'habitude, et je vais vous donner un peu plus de détails sur ce qui s'est passé avec Bérou.
parce que ce cirque Ah. républicain est quand même rigolo. Après un suspense qui s'est étalé sur plus de 48 heures, le président français Emmanuel Macron a finalement arrêté son choix sur un allié de longue date. François Bayrou a été nommé Premier ministre ce vendredi matin, a annoncé l'Élysée par un communiqué. Le centriste qui soutient Macron depuis 7 ans, malgré plusieurs désaccords, était reçu au palais présidentiel ce vendredi à 8h30, après avoir déjà échangé au téléphone jeudi soir avec Macron. L'entretien d'environ 2 heures est particulièrement houleux. Comme nous l'indique le JDD, François Bayrou menace de retirer les 34 députés modem du bloc présidentiel si Macron refuse de le nommer. Après une Ah, entrevue de il a obligé 1h45, Macron? en fait, Macron l'avait appelé pour lui dire ce sera pas toi. Il Il a a dit: «Si, si». menacé. Et si, si, ce sera moi. Ah là là. Et après cette entrevue d'1h45, le président du MoDem avait quitté l'Élysée sans un mot à la presse. L'annonce de la nomination a été plusieurs fois repoussée, suggérant de difficiles tractations autour du président. Alors, dans tout ce cirque républicain, on a le RN et les socialistes qui ne sont pas particulièrement en désaccord avec ce choix et qui ne devraient pas voter de motion de censure. Mais François Bayrou n'a pas que des amis. L'extrême gauche, réunie sous la bannière du Nouveau Front Populaire, exigeait un Premier ministre issu de ses rangs. La France insoumise a déjà annoncé son intention de déposer de nouveau une motion de censure. Les Républicains pourraient aussi être tentés de faire barrage. Pour terminer là-dessus, l'ancien président Nicolas Sarkozy ne pardonne pas aux centristes, 3 fois candidat à la présidentielle, d'avoir préféré soutenir le socialiste François Hollande lors des élections de 2012. Les sarkozystes pourraient donc pousser leur parti à s'opposer à Bayrou. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce bordel, Baptiste? Rien, Rien du tout. rien du tout, c'est rien du mais c'est rien, c'est vraiment du rien. Tu sais, en ce moment, de temps en temps, je vois des extraits de l'Assemblée nationale et tout et je me dis: «Mais c'est fou de prendre ça au sérieux quand même». C'est fou, les gens pensent qu'encore que c'est sérieux, mais ces gens-là sont pas sérieux. Ces gens-là ne Alors, sont pas sérieux, il y a vraiment rien à en tirer, il faut s'en branler. Vraiment, il faut s'en foutre. hein. Il faut vraiment s'en foutre parce que c'est terrible de prendre au sérieux. De penser vraiment que c'est un quelconque intérêt de savoir qui va soutenir Bayrou ou pas, ça n'a. Ou pour la France, c'est même pas genre minime ou 0, non, 0. On est sur nul. C'est-à-dire que ça ne va rien changer, ça ne va rien améliorer. Il y a vraiment rien, rien, rien de vos vies qui va être déterminé par savoir est-ce que les Sarkozy ont voté une motion de censure. C'est de la bite. Non mais tout ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment le cirque pour faire croire qu'ils font des trucs. C'est terrible. Bah, C'est je suis bien terrible. Bon, on d'accord va avec chercher toi. Bayrou. En vrai, chez Bayrou, c'est un bon choix parce que tu peux pas. Là, Macron, il pouvait pas mettre un mec qui. Stratégiquement, hein, bien sûr. Non, mais oui, pas pour la France. Hein. Mais, mais je parle pour lui. Il pouvait pas mettre un mec que tout le monde aimait. Tu vois. Il y en a pas. Là, c'est trop compliqué. Il y a trop de clivage et tout. Mais il a réussi à trouver un mec que tout le monde déteste. Il y en a pas beaucoup. Tu vois. Un mec que personne n'aime, il se dit au moins personne ne l'aime et au même degré. Tu vois, je veux dire, les Mmh. communistes, ils détestent pas plus Bayrou que le Front National. Ils sont pareils à peu près. Tu vois. Donc après, la différence, c'est que le Front National, il vote pas de motion de censure, bah forcément, puisqu'il a rien proposé. Parce qu'en fait, les communistes, ils disent déjà, en gros, qu'ils vont voter une motion de censure, et quand le mec, il vient d'arriver, il a même pas dit ce qu'il allait faire encore. Donc c'est juste qu'ils sont contre de base. Donc après, pour être trop sérieux, c'est compliqué. Donc je pense que le Front National, ils attendent au moins que le mec dise un truc, tu vois. Bah oui, Mais bah bon, c'est normal. Après, je pense qu'ils sont aussi bien contents de ne pas avoir de Premier ministre parce que ça va être tellement la merde d'ici les prochaines élections qu'ils pourront pas se positionner en tant qu'opposition pour gagner potentiellement les prochaines élections. Tu vois ce que je veux je sais dire? Là, pas, je là sais s'ils ont un pas. Premier ministre, ils savent que ça va rien changer, comme tu le dis. Donc, ça ne leur enlève que des points C'est quand pour les élections en potentiellement France? rembourser les prochaines élections en 2027. En Ah mais 2027. si, il y a encore du temps alors. 2027, on a encore presque 2 ans. Ouais, mais si, si, parce que s'ils avaient un Premier ministre et qu'ils arrivaient, parce que je pense qu'ils pensent qu'ils peuvent réussir à faire des trucs, parce que moi je ne pense pas. Et s'ils Mais ont un Premier ministre et qu'ils on font. les entend pas demander un Premier ministre, en tout cas, comme la France insoumise. Non, mais ils l'ont fait. Ils l'ont demandé à l'époque de. Je sais plus comment. Je me rappelle même plus. À l'époque des législatives ou je sais pas quoi. Ils disaient si on gagne les législatives, il faut que Jordan Bardella soit Premier ministre. Il le disait à l'époque, tu vois. Bon, après, Ouais. ils se sont fait enculer aux législatives, donc du coup, maintenant, ils se sont calmés, ils disent plus rien, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ce qui se passe, mec, c'est que l'extrême gauche, le Nouveau Front Populaire, la France Insoumise et compagnie, eux, leur message, c'est qu'on ne négocie pas. On applique notre programme et c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là où tu as à gauche euh, un clan qui ne négocie pas, bah, tu es obligé de nommer quelqu'un du centre ou de la droite. Mais selon les lois de la République, selon les règles du jeu, du grand jeu républicain, c'est légitime. C'est eux la vraie opposition. À l'heure actuelle, quelle est la plus grosse l'opposition la plus importante? C'est bien la France insoumise.
Même si, oui, il y a pas de majorité et tout, mais tout ça, c'est de la bite, tu sais, c'est des façons de compter à la con. Mais qui est la première opposition aujourd'hui à l'Assemblée? C'est eux. Donc Je sais en pas si vrai, la France insoumise a eu je sais que le Nouveau Front populaire a eu plus de ils ont voix, mais je plus sais de pas vo si ils ont plus de sièges que le Front national, à l'heure la actuelle. France insoumise Oui, la France ou insoumise, oui. le Enfin Nouveau non, Front le nouveau Front populaire? populaire, le nouveau Parce que je Front suis pas populaire. sûr que la France insoumise en tant que telle, Oui, ils aient oui, plus de je te voix. parle du Parce nouveau que Front populaire. parce Mais que donc le nouveau Front populaire, il devrait avoir un mec normalement. si tu prends une coalition de droite, Ouais, mais il entre y en a pas. le RN et les Républicains, normalement, ça fait plus de personnes Oui, mais il y en a pas que la puisque les France insoumise. Républicains, ils appellent à voter contre le RN à chaque fois. Ouais, je Donc il y a pas pense, de ouais. front. Alors que de l'autre côté, il y en a un. Donc la vraie opposition, mais je dis bien encore une fois, selon les règles du jeu républicain, ce qui pour moi n'a aucun sens, hein. Mais normalement, là, rien ne va, il y a motion de censure, etc. Selon les règles du jeu, il y a cohabitation, comme Chirac-Mitterrand. Donc il devrait prendre un mec de chez eux. Et il dit non, mais je m'en branle. Parce que lui, il s'en fout. Par contre, Macron, il y a quand même un truc qui est bien. C'est qu'il y a un côté qu'il n'y avait pas avant avec les autres présidents, c'est le côté dictateur assumé. Je trouve que ça s'est vachement développé sur Ah son oui! mandat, son deuxième mandat. C'est vraiment le côté, non mais la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, tout ça, non, je m'en fous, bah, je fais ce que je veux. Ça vraiment, et ça c'est le côté assumé du style, ah il faut que je me reprenne un mec de l'opposition, bah je vais pas le faire. C'est Allez vous vraiment, faire foutre. j'en ai rien à foutre. Ah, tout le monde est contre moi. Tu sais, il avait dit, je me rappelle qu'il avait dit pendant sa campagne, tu sais, quand tu commences à avoir la majorité des gens contre toi, qui a motion de censure, le président doit démissionner. Là, c'est ce qui se passe. Il fait, non, mais je veux pas démissionner. Non, mais j'irai jusqu'au bout. C'est un C'est scénario tout. fictif que d'envisager Ils que je sont, démissionne. ouais, Il avait dit ça. ouais, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il a vraiment le côté dictateur assumé. Toutes les lois passent en 49.3. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont pris une motion de censure. C'est-à-dire, ah non, mais de toute façon, on sait que vous n'êtes pas d'accord, donc on va le faire quand même. Donc vraiment, il y a le côté, il s'en bat les steaks, parce qu'en fait, d'un autre côté, le système lui permet. C'est-à-dire que la République, comme elle est faite, c'est une fausse démocratie. Tu sais, il n'y a pas de contre-pouvoir possible. Donc en vrai, le président peut vraiment faire, le gouvernement peut vraiment faire tout ce qu'ils veulent, puisque tout le reste, en fait, c'est des contre-pouvoirs d'apparat. Tu vois, la Cour Mmh. des comptes, on l'avait dit la dernière fois, la Cour des comptes, elle est là pour valider les comptes, mais la vérité, c'est que quand elle ne, elle ne valide pas les comptes, il n'y a rien derrière. Bah oui. Donc en fait, c'est faux tout ça. Tu vois, il n'y a pas de, c'est-à-dire, y a pas de procédure derrière. C'est genre, bon, bah, on n'a pas validé cette année. D'accord, et ça change quoi? Bah rien. Ok, bon, on va manger alors. Passons à autre Non, mais... chose. oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, on se retrouve à la cantine. Ouais, ouais. Mais, mais c'est ça. Le Conseil constitutionnel, quand il abuse, ça, ils disent genre, là, quand même, bon, c'est pas trop, hein. Bon, Mmh. ça va, j'en ai pas Eh trop bah fait. Ça va, j'ai pas été trop, j'ai pas été trop sec. Non, mais c'est ça en gros. Donc bon, les mecs. je vais garder mon emploi malgré les chiffres que je vous donne. Et bah, tu penses que si un jour les Français ont plus rien à bouffer dans le frigo, ils pourraient mettre à la tête du pays un gars comme Milei ou pour toi c'est inenvisageable? Moi, je pense qu'ils feront en sorte que les Français aient toujours un truc à manger dans le frigo. C'est-à-dire qu'ils feront croire aux Français que c'est normal de manger que des pommes de terre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment, ils auront vraiment. Tu vois, aujourd'hui, les Français, ils vivent avec le moins de confort qui n'est jamais connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment. Mais en fait, il y a cette espèce de double. Pendant, il y a l'apogée totale du capitalisme qui fait qu'ils ont tous des iPhones, ils ont tous Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. en fait, l'État leur dit, ben, vous voyez, vous n'êtes pas dans la merde puisque vous avez Netflix. En fait, c'est ça le truc. Ah, qui Donc, bouffe de la du coup, merde, oui, ils bouffent de la merde, ils peuvent pas sortir au ciné, ils peuvent rien faire, mais tu vois, avant, on sortait au ciné 3 fois par mois, avec, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais on sortait au ciné régulièrement, on emmenait les enfants une fois à Disneyland, machin et tout. Ça, ils au peuvent plus le faire, les resto et Français, compagnie, ouais. mais on leur dit: «Mais vous avez plus besoin de ça, vous avez le ciné à la maison». Et ils se disent: «Ah bah ouais, c'est vrai, j'ai un grand écran, j'ai plus besoin d'aller au ciné». Donc tu sais, ils ont plus l'impression d'avoir perdu. Et c'est pas des paroles dans le vent ce que tu dis parce que cet été, Non. le niveau de vie, moyen, français est passé en dessous du niveau de vie moyen européen. Mmh. C'est fou, hein? Mais je t'assure que si tu fais là, nous, notre communauté, elle est pas, représentative évidemment de la France. Si tu fais un sondage parmi les Français, je te jure que les gens ils diront: «Ah mais quand même par rapport aux autres, on est quand même pas si mal», tu sais? Ils ont toujours l'impression que c'est pire ailleurs, parce que ça, c'est le truc qu'on leur vend, tu sais? Donc bon. C'est comme, la métaphore, de la grenouille, je sais pas si tu l'avais déjà sorti sur ce Radio Dixie, mais, la grenouille que Ah, tu fais bouillir. En fait, une grenouille, quand tu la fais bouillir à ah feu oui. très, très, très doux, elle se rend pas compte qu'elle est en train de se faire bouillir Oui, et du oui, coup, elle bien sûr. accepte, sa elle Le est même pas au homard, courant qu'elle est en train de se faire tuer, puis elle meurt à la fin. ouais, c'est ça. Elle Ouais. essaie pas de sortir. Eh ben, putain. Et pour Bayrou, pour revenir sur son cas, c'est un peu comme Barnier. Le gars, il a 73 ans, comme tu le disais, il est en politique depuis, des dizaines et des dizaines Depuis d'années. 200-300 ans. Il était Il a plus grand Bayrou, il était ministre sous Napoléon Ier, sous Napoléon III.
Le Second Empire. En 1870, il était là. Vous êtes sûr la bataille contre les Allemands? Bon, d'accord. C'est Bérou qui a tranché. Ouais, oui. Il a dit allez, on y va, c'est une bonne idée, je la sens bien. Et on a pris une énorme branlée. À l'enfer. Lui, il a plus grand chose à Il perdre a du nez. politiquement. Lui, il a du nez. Il a du nez. En 14, Ah il a oui. dit non, je la sens pas, on va la perdre celle-là. N'y allez pas. Ah là là. Et donc, lui, il en profite pour récupérer au passage Dreyfus, c'est mon pote, jamais il trahira. c'est mon SRAS. François Bayrou. François Bayrou. Dreyfus, ah bah alors là, confiez-lui tout ce que vous voulez. Jamais il nous trahira. Alors là, s'il y a un mec fiable, c'est lui. C'est Dreyfus. Il est bon, ce Bayrou. En tout cas, lui, comme je te disais, il a plus grand chose à perdre politiquement, donc il en profite pour récupérer Ah mais il a au plus rien. passage. Il a rien. Parce qu'il a Bah quand même oui. dit. Il a quand même dit une phrase que tu l'as cité tout à l'heure. Il a dit, après on va passer à autre chose parce que les gens, le pauvre Bayrou, je pense, ils s'en branlent, mais il a quand même dit un truc important. Il a dit si je suis pas le Premier ministre, je retire les 30 députés. Donc ils ont quand même que 30 gars, tu vois. C'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est tout ce qui lui reste. Donc c'est vrai que bon, il a Ah plus grand oui. chose à perdre. En Parce plus que lui, qu'il il pense agit à là sa gueule, la maintenant. mec. Parce qu'en fait, il va récupérer au passage la retraite et les avantages de Premier Ah ministre. bah le mieux, c'est Barnier. Ah oui. Parce que Barnier, il est resté 2 mois, ce fils. Il 2 est mois, resté. chauffeur à vie. C'est ça, mec. Il a eu une Je indemnité de jure, c'est sortie, vrai. mec. Indemnité de sortie de 45 000 euros après Ouais. 90 jours de travail. Et Comme un tu chauffeur à dis, vie. À chauffeur vie. à vie, Le ouais. mec, il ne conduit plus, c'est terminé. Bah, c'est ça. Il va avoir une retraite cumulée de 30 000 euros, mec, mensuel. Tranquille. Ainsi que les avantages, comme tu le disais, le chauffeur à vie, avec la voiture évidemment, Bien les sûr. 2 collaborateurs payés par l'État. Pour vous donner une idée, la plupart des anciens premiers ministres coûtent environ 100 000 à 200 000 euros par an juste en avantages, sans prendre en compte le reste. C'est quand même assez exceptionnel. Et comme tu disais tout à l'heure, pour finir là-dessus, il a le célèbre Tu me fais pas les poches. Ouais, J'arrive pas à ça faire son c'est. accent, mais Non, moi non plus. Mais ça c'est le seul truc bien qu'il a fait. Il a mis une tarte à un petit qui lui faisait les un petit poches. robot cité. Boum. Ouais. Si tu me Mais fais c'est les marrant poches. d'ailleurs, c'est marrant d'ailleurs, tu vois bien que ces gens ont une double casquette parce que quand même le mec il a défendu une politique super soft à l'éducation nationale. C'est les premiers à défendre, tu sais, le zéro violence, zéro machin et tout. Par contre, quand il y a un gosse qui fait les poches, il met une grande tarte, tu vois. Bah C'est ouais. les mêmes qui vont te faire des discours en disant il faut pas mettre de fessées, à l'école il faut de la compréhension et tout, alors que le premier réflexe c'est il lui met une tarte, tu vois. Donc c'est bien que chez eux en fait ça va pas la même, tu vois. C'est les mêmes qui sont entourés de gardes armés jusqu'aux dents et qui sont contre la légitime défense. Mais bon, bref. Ouais, ouais. Ce serait un beau message de la part du contribuable français pour Bayrou, justement. Tu me fais pas les poches. On va Ouais, voir tu ce me que claques. ça donne. C'est Boum. trop tard, hein. C'est trop tard parce qu'à mon avis, lui, ça fait longtemps qu'il fait les poches du peuple français, hein. Ah, Quel lui, enfer. lui, il se sert partout parce qu'il est passé partout. Donc, il s'est servi partout, à mon avis. Ouais, ouais, il avait un poste là, il avait un poste de haut fonctionnaire là, en parallèle Oh, de bien ses sûr. Bah, activités politiques. C'est toute la ouais, petite mafia qui se ils goinfre, ont qui se tout, bien goinfre. sûr. Ah ouais. Ah ouais. Et Bon, justement, en allez, vas-y, parlant allez. d'armes à feu, le Canada interdit 104 nouvelles familles d'armes à feu et leurs déclinaisons et s'est engagé auprès du gouvernement ukrainien à voir comment ces armes rachetées pourraient être données à Kiev pour le soutenir dans la lutte contre l'invasion russe. La gendarmerie royale du Canada a pu identifier ces armes en usant le critère inclus dans le décret de mai 2020 et qui se trouve dans la définition technique que le Parlement a approuvée dans la loi C21. Je les nomme parce qu'elles ont fait beaucoup de bruit et tout le monde a entendu parler de ces lois-là au Canada. Soit des armes à feu semi-automatiques de style militaire avec une Ouais. capacité de tir rapide. C'est précis. N'importe quoi. Surtout, alors, ce qui est exceptionnel avec cette définition, c'est que des armes semi-automatiques. Donc, la définition d'une arme semi-automatique, parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne savent pas, semi-automatique, ça veut dire que tu n'as pas besoin de recharger entre chaque tir. Mais donc, en gros, c'est à chaque fois que tu appuies sur la queue de détente, il y a un tir qui part. Donc, après, tout dépend de ton chargeur. Mais ce qui est drôle, c'est de dire semi-automatique avec des capacités de tir rapide. Parce que ça, en fait, ça dépend très clairement de la vitesse à laquelle tu appuies sur la queue de détente. Mais bien sûr, puisque c'est un coup Ah par oui, coup. bah Donc oui, il n'y a pas bordel. de tir rapide ou de tir lent. Ça dépend juste du tireur. Donc c'est complètement con, tu vois. Normalement, ils Putain, disent c'est avec les capacités de exceptionnel. chargeur. Parce que d'avoir un semi-automatique avec 5 coups et un semi-automatique qui en a 30, bon, tu vois, il y a une différence. Tu peux te retirer 30 coups d'affilée ou 5 avant de changer le chargeur. Mais de dire capacité de tir rapide, ce qui est quand même exceptionnel vu que c'est une compétence qui est liée au tireur et pas à l'arme. Donc ouais, bon, bref. Toujours des trucs de style militaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien dire du tout. Et Moi, c'est par le exemple, ministre, un je ministre viens du nom de Duclos qui a précisé ça. C'est pas le moi, mec par qui est le exemple, journaliste. je viens d'acheter un calibre 50. C'est vrai, hein.
Donc ça, Ouais, c'est quand même un y a calibre. y a plus rien qui nous étonne de ta part, mec, hein, Oui, de ce c'est côté-là. pour le stand pour les gens, mais je viens d'acheter un calibre 50 là, je me le fais livrer là, cette semaine là. Bon, ça c'est quand même plutôt un calibre militaire puisque c'est fait pour tirer sur les hélicoptères, les bunkers et cetera. Mais mais le fusil que j'ai, c'est un monocoup de civil, c'est pas du tout un fusil militaire, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça ne veut rien dire de style militaire parce que tu vas pas à la guerre avec un monocoup. Parce que moi en gros, Tu dit que c'était un je dois monocoup, c'est ça, ouais? oui, moi je rentre une cartouche Tu vas dedans. recharger à chaque fois? Ouais. C'est même pas que tu dois recharger à chaque fois, c'est carrément que tu dois. Il y a pas de chargeur. C'est-à-dire que tu rentres, c'est un monocoup. C'est pas Mmh. un semi-auto ou un C'est comme un fusil à 12 verrou. avec un seul canon? Non, non, parce que oui, mais un 12, par exemple, tu peux avoir dans un pont, par exemple, tu as des cartouches que tu mets dedans. Tu vois ce que je veux dire en dessous. Là, c'est vraiment, ce serait comme un 12, tu sais, où tu ouvres le canon à chaque fois et que tu dois remettre Ouais, à c'est chaque ça, fois une ouais. cartouche. Il y C'est a ça, ouais. pas de chargeur, il y a pas de chambre, comme ça, c'est vraiment juste un. Donc ça, par exemple, militairement parlant, ça n'existe pas évidemment. Le pire que tu c'est des fusils à verrou, mais il y a quand même un chargeur en dessous et tu recharges avec le verrou à chaque fois, tu vois? OK. Là, vraiment, c'est juste pour du civil, c'est pour se marier, c'est pour soit de la chasse, bon, après c'est quand même pour des gros animaux, mais soit pour la soit pour se marier. Mais je veux dire, typiquement, c'est un cas militaire. Donc en fait, toutes ces dénominations qui disent militaire, pas militaire, etc., ça n'a aucun sens, tu vois. C'est vraiment, c'est de la bite. Quel Enfin enfer bon, et autant c'est terrible. Et j'ai l'impression qu'avec Trudeau, il y a le syndrome Joe Biden. C'est-à-dire, il sent que c'est la fin. C'est quand les élections au Canada? C'est bientôt, non? je crois que c'est l'année prochaine, hein, ou dans 2 ans Voilà, il sent maximum. que c'est la fin parce que là, il sait qu'il va pas être élu. En plus, c'est plutôt l'opposition qui va gagner, vraisemblablement. Bon, il peut y avoir des Oui. surprises. Et donc, il passe les trucs de fou en disant bon, on s'en branle, ça c'est la fin. Un peu comme le côté Biden avec l'Ukraine, là. Ouais. Excuse-moi. Tu sais, Biden avec le côté, ouais, les missiles en Ukraine, Ouais, le côté l'autorisation, missile en c'était vraiment Ukraine, genre, de le toute le façon, le c'est côté fini. je Oui, gracie je mon gracie fils, mon là. fils. On va en parler de ça? Je me rappelle pas si c'est dans le Non, mais on va en c'est parler dans tout de le suite si tu as un truc à dire. parce que pour ceux qui savent pas, il faut savoir que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, il est accusé de pas mal de choses. Il a des grosses, il a des gros dossiers, il devait être jugé, et cetera. Et en fait, Joe Biden a utilisé la grâce présidentielle sur son fils, alors qu'il vraiment, il sait que c'est complètement impopulaire et que c'est vraiment abusé parce que là, il y a vraiment zéro raison. La grâce présidentielle, normalement, c'est pour des cas où on estime que moralement, il y a une espèce de justice. Là, vraiment, il le fait parce que il le dit, hein, ouais, c'est mon fils, je peux pas le laisser aller en prison. Tu vois, donc vraiment, même s'il mérite. Comprenez que je fais ça parce que c'est mon fils. Parce que c'est mon fils. Donc vraiment, et c'est vraiment le côté, bah, je m'en bats les couilles de toute façon. Après, je suis plus président, je suis pas réélu et tout, donc vas-y, je m'en fous, tu vois. Et là, il y a ce côté-là aussi avec Trudeau, c'est là, vraiment, on confie les armes puis on les envoie en Ukraine, c'est vraiment le truc complètement abusé. Mais bon, de toute façon, c'est la fin, tu vois. Vas-y, autant en faire ce qu'on peut, Autant niquer le bien tout au faire chier, maximum. la droite Ouais, ce c'est qu'il faut incroyable savoir, ça. c'est que, on est d'accord que, Kamala Harris, Joe Biden, tout ce clan démocrate au pouvoir, ils sont quand même pour une augmentation des impôts, ils sont quand même pour, des restrictions sur les armes à feu, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gracié son fils pour fraude fiscale et pour détention Oui. d'armes à feu illégales. Non, mais non, mais ah non, non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de Il s'est fou. même mis à dos beaucoup de démocrates, beaucoup d'individus démocrates, mais en fait, ce que ça traduit, c'est Ah qu'il oui, en mais a là, rien à c'est impopulaire parmi tout le monde. tout le monde, Personne ouais. ne trouve que c'est bien. Même les démocrates et tout, évidemment, parce que ça donne le pire image. Ça donne la Bah pire image oui, de leur camp. C'est vraiment, mais lui, c'est en le fait, truc lui, il en a de rien à foutre de il l'image en a qu'il plus rien à foutre laisse. parce qu'il va crever et que s'il va Ouais, mais pas tu être vois, président et tout. un mec avec un minimum de principes, un mec comme toi ou moi, par exemple, ou je sais pas qui d'autre, il a quand même envie de préserver son image à long terme, Oui, l'image mais qu'il le va laisser truc, dans le c'est que pays. oui, mais ça oui, mais ça, c'est juste enfin, c'est le problème, ces gens-là, ils n'ont pas de principes. Ils ont des C'est des principes psychopathes, quoi. électoraux. Mmh. Ils ont des principes que pour se faire élire. À partir du moment où il y a plus rien à gagner, il y a plus à se faire élire et tout, bah, c'est la vraie na là, il peut laisser ressurgir sa vraie nature, puisqu'il s'en branle, tu vois? Mmh. Puisque Biden, je rappelle quand même qu'à l'époque, dans les années 60 80, je crois, il me semble, ou 90, je me rappelle plus, il était anti-mariage gay et tout. Donc en fait, ils ont pas de conviction. Ça dépend de ce qui va les faire élire. Là, il y a plus rien à faire élire et en plus, il va crever, il s'en branle, tu vois? Eux, ils ont pas de cette question d'honneur, de image dans l'histoire, ce qui va rester de moi. Tu crois que l'image qui va rester de Joe Biden dans l'histoire, de toute façon, même avant qu'il gracie son fils, est-ce que vraiment c'est pas Kennedy ou Ronald Reagan? Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Son image, elle est cramée, elle est éclatée son image de toute façon, donc ils s'en mais non, mais personne va avoir un portrait de Biden chez lui dans 25 ans ou dans 30 ans en disant: «Ah là, Joe Biden», mais évidemment, tu vois? C'est Le pas meilleur président de l'histoire des États-Unis, mais bien Joe sûr, c'est Biden. pas, Abraham Lincoln, le mec, ils sont sans tu vois? Donc Tu bon, bien raison. Mais là, il a quand même bien enfoncé le clou et puis, on est en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tant qu'il y a pas de biens matériels à gagner directement ou indirectement, ils en ont rien à foutre. Le reste, la spiritualité, l'image, et cetera. bah, en tout cas, après, c'est leur vraie nature qui ressort et ensuite, Mmh, bah, leur vraie nature, soit elle est positive, soit elle est négative. Généralement, elle est plutôt négative. mmh.
C'est vrai, c'est vrai. Et là, et Et ben là, t'as- Tru- et là Trudeau, c'est le côté, c'est plus le côté, c'est pas la même chose exactement. C'est plus le côté, on s'en fout, il y a rien à faire perdurer. Tu vois, je veux dire, on c'est mort pour se faire réélire et tout, donc autant juste faire passer ce que nous on pense être bien et puis c'est tout. Tu vois, même si ça semble dictatorial et tout, parce que là, c'est ce qu'il a le fait passer côté, aussi. on prend les armes, on te confisque ton arme et on l'envoie en Ukraine, c'est vraiment, non mais là, c'est vraiment incroyable comme décision, T'imagines quoi. l'arrière-petit-fils de Russe ou l'immigré russe qui chassait, il lui prête ses armes pour les envoyer en Ukraine. Ah oui, Au ah oui, Canada, bien sûr. il doit y en avoir, c'est des immigrés d'origine russe. Bah, tu m'étonnes, Euh, il y a des points en plus, c'est assez proche, ouais. mais géographiquement parlant, le nord du Canada et le nord de la Russie, donc non, non, bien sûr, c'est n'importe Et quoi. puis tu as raison dans le sens où il fait tout ce qu'il a envie là avant de partir parce que par exemple, toute personne qui a commis des actes de violence ou qui est auteur de violences conjugales, viendra se faire, retirer son permis de d'armes. Ils vont augmenter de 10 à 14 ans, les peines encourues pour la contrebande et le trafic d'armes à feu. Donc ils sont vraiment en train de faire chier, à 100 de ce côté-là. Mais le plus drôle dans tout ça, comme on le disait, c'est que ce gouvernement fédéral, pour vous donner plus de précision, a affirmé s'être engagé auprès du gouvernement ukrainien à travailler avec les entreprises d'armes à feu afin de déterminer de quelle manière ces armes pourraient être données à Kiev, pour lutter contre la Russie, puisque selon tous ces gauchistes au pouvoir au Canada, du moins ce parti Liberals gauchiste au pouvoir, les armes interdites devraient être utilisées par des soldats sur les champs de bataille et non par des chasseurs ou des tireurs Bien sportifs. sûr, ils vont être contents de se retrouver avec des armes de tireurs sportifs. Non, mais bref. Alors, faire. Le mec qui va Voilà, se non, retrouver avec sa 45-70 en levier de sous-garde sur le front. ils vont pas l'accepter. Ça va être il va être là, En mode Call of Duty, c'est pas très Première Guerre pratique mondiale. là. Enfin bref. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on Bon passe allez, à la passons à prochaine la suite. actu? Ouais, ouais, ouais. Bachar el-Assad. Je me demande si je fais pas partie de sa famille parce que, si je me rase, j'ai vraiment la même tête que lui, si je garde juste la petite moustache. Ah, Il a été renversé après une offensive éclair de 11 jours menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, organisation de libération du, tu l'as pas bien Levant. prononcé. Reprononce-le bien. Hayat Tahrir al-Sham. C'est bien comme ça? J'en sais rien. J'en sais rien moi non plus. Ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie, bordel de merde, qui a pris Damas le 8 décembre. Assad et sa famille ont fui en Russie, où ils ont obtenu l'asile. Ce renversement met fin à plus de 50 ans de règne de la famille Assad en Syrie. Ainsi, dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 décembre, une foule se rassemblait dans le centre de Homs, la troisième ville de Syrie, délaissée par les forces du régime syrien. Puis c'est dans Damas, la capitale, qu'entrait la coalition insurgée. Le matin, des tirs en l'air nourris résonnaient dans la capitale. Je comprends pas ça. Les Arabes, ils tirent en l'air dans tous les sens. Ils se demandent où est-ce que vont terminer les balles. Statues et portraits du clan Assad ont été renversés ou déchirés, évidemment. Alors moi, perso, j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet parce que je le connais pas très bien. Mais je crois que toi, Baptiste, tu voulais mettre des choses au clair. En fait, c'est insupportable de voir la même putain de soupe qui nous servent pour la combienième fois, quoi. On nous a fait le coup avec tous les gars. Alors déjà, il y a un truc qui est intéressant, c'est de savoir, quand tu regardes les raisons pour lesquelles Bachar al-Assad est considéré comme un dictateur, toutes les raisons qu'ils mettent qu'ils mettent en avant s'appliquent à Emmanuel Macron. C'est assez incroyable. Non, mais c'est assez incroyable. Mais je vous jure que c'est vrai. Parce que Bachar al-Assad, il est considéré comme étant un dictateur parce que les médias sont contrôlés, il y a des opposants politiques qui sont empêchés, arrêtés, etc. Parce que on considère que les élections sont trafiquées, que en fait, quand le peuple vote pour quelque chose, comment il écoute pas, etc. Blablabla, tu vois. Donc tous les trucs, voilà, tous les trucs, tous les Et en trucs plus, en ce fait qu'il faut qu'on a en France. savoir, c'est quand même Voilà. ces populations arabes ou du Moyen-Orient. Je ne sais plus où c'est exactement la Syrie, si c'est considéré au Moyen-Orient ou pas. Je crois que oui, quand même. Oui, oui, c'est Et, moyen. c'est quand même des populations qui sont plus dures à maîtriser. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, Que bon, la après, population française. c'est leur souci entre guillemets. Mais le truc, c'est que le problème avec ça, c'est que ils nous ont fait le coup avec Saddam Hussein, ils ont fait le coup avec Kadhafi. Avec Poutine Bachar aussi. al-Assad, ça ne s'arrête jamais. Non, mais je parle au Moyen-Orient, c'est important parce qu'en fait, à Mm. chaque fois qu'ils aident, parce qu'ils les aident, qu'ils aident les islamistes à arriver au pouvoir, Ah c'est oui, ok. terrible. Ou en Afghanistan, etc. C'est terrible ce qui se passe après. C'est terrible pour nous. Là, on laisse. Donc, déjà, pour les chrétiens sur place, faut le dire. Hein. Faut bien comprendre. Hein. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui vivent sur place, là, c'est terminé. Parce que c'est comme. Faut bien comprendre que c'est comme en Irak. Hein. En Irak, sous Saddam Hussein, les chrétiens vivaient très bien. Hein. D'accord. Ouais. Donc, c'est des populations qui disparaissent après, qui vont être torturées, exécutées, etc. Enfin, bref.
Donc déjà pour les chrétiens sur place, les chrétiens du Levant, etc. C'est vraiment Putain, l'enfer. c'est terrible. Mais c'est surtout qu'après, ça nous revient toujours dans la gueule, toujours. Et en fait, c'est incroyable. La France, qui est en guerre contre l'État islamique, normalement quand même, qui est en guerre contre ces factions. On envoyait jusqu'à il y a encore peu des mecs au Mali. Il y en a qui sont morts au Mali, d'accord, pour détruire des factions qui aujourd'hui, pour combattre des factions qui aujourd'hui se sont battues pour renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Parce qu'il on en parlait la dernière fois, tu te rappelles qu'on avait reçu un soldat, justement, quelqu'un qui Qui est allé au travaillait sur le Mali, front au Mali, au et Niger, etc. et Et d'ailleurs, ils expliquaient qu'il y une avait. petite précision, mec, juste par rapport avant que tu continues, on sait que les chrétiens sont la communauté religieuse la plus persécutée dans le monde et ça a encore augmenté, l'année dernière et cette année. C'est en Ça ne fait croissance, qu'augmenter avec ça la ne fait croissance qu'augmenter, ouais. des gouvernements islamistes, Mmh, évidemment. Et il mmh, y a des vases communicants entre le front. Il y avait des vases communicants entre le front syrien et le front africain. On le sait. mmh. Puisqu'en fait, quand ils perdaient du terrain en Syrie, ils envoyaient des mecs en Afrique, etc. Et en fait, quand ils perdaient du terrain en Afrique, ils envoyaient en Syrie. On sait qu'il y a des vases communicants. Donc on sait qu'il y a des liens directement, hein. Il y a État islamique en Afrique, il y a plein de choses, ça. Tous ces groupes travaillaient les mains dans la main. Donc vraiment, on a envoyé des mecs sur Twitter et en même temps, on a un président qui se félicite de leur arrivée au pouvoir. Quel Mais enfer! c'est vraiment, mais Quel c'est enfer! et tomber dans le panneau de dire ah oui mais attention Bachar Assad, tu sais, il était pas gentil, mais je m'en bats les couilles. Enfin, à un moment, regardez la différence. Est-ce que vous croyez vraiment que là, on y gagne, le monde y gagne à avoir État islamiste au pouvoir? Est-ce que vraiment vous y croyez? Enfin, s'il Parce que vous pour ceux plaît. qui savent pas, il faut savoir que Bachar el-Assad, il fait partie d'une minorité musulmane, les Alaouites, Ouais. qui sont, très, pas du tout extrémistes, qui sont très modérés. C'est un islam très modéré et c'est une minorité en Syrie et donc le fait que lui soit au pouvoir, il mettait vraiment, en importance le fait de protéger les minorités. C'est-à-dire que toutes les Bah, il minorités y a toujours musulmanes, eu, les dans chrétiens et cetera, oui, il y a toujours une vivaient liberté de culte dans ces pays, c'était le cas en Iran, c'était le cas, faut savoir qu'en Iran, si tu regardes les photos, l'Iran dans les années 70 et cetera, les femmes sont pas voilées et tout, c'est incroyable, hein. on dirait l'Italie. C'était le cas en Irak, c'était le cas non mais oui, c'était le cas en Iran, c'était le cas partout et puis, ce ne sont que des gouvernements islamistes au pouvoir. C'était le cas en Afghanistan, voilà, c'est toujours pire. Mais là, on va se retrouver avec un nombre de pays au Moyen-Orient avec les islamistes au pouvoir, c'est sûr et certain qu'on va se reprendre ça sur la gueule, que ça va péter. C'est sûr. Et donc vraiment, alors que le gouvernement fasse ça, mais que les gens tombent dans le panneau, moi ça me rend doux fou. Que les gens soient là, oui, mais quand même, c'était un tyran, arrêtez, s'il vous plaît, quoi. C'était un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous voulez la même chose qu'avec Kadhafi? Ce qui s'est passé en Libye, on s'est pris des vagues. Ils tenaient les côtes, on s'est pris des vagues d'émigrés clandestins. On a eu des réseaux islamistes qui se sont multipliés, etc. Enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils les aident diplomatiquement, ils les aident indirectement militairement Ils et les on aident, n'est hein, même parce pas qu'ils leur fournissent des armes, etc. Parce que je vous rappelle ah que oui, d'accord. avant les attentats de 2015, il faut regarder, ça passait même aux infos. Attends, c'est quand même un truc de fou, hein. Il faut savoir qu'avant les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, etc., les premières guerres en Syrie, la première tentative de coup d'État et tout, elle a été aidée par les Français. Il y a on peut retrouver, il y a des journaux TV de TF1 où ils appellent les mecs les soldats de la liberté, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de terroristes, on ne parle pas de djihadistes, les mêmes, hein. Il y a plusieurs reportages qui ont été montrés où les mecs se retrouvaient avec des FAMAS, des armes qui étaient directement Ah ça, livrées par le gouvernement, etc. Et ensuite, bon, bah évidemment, quand ils ont commencé à faire des attentats en France et tout, on a complètement étouffé ça en disant non, non, en fait, bon, ça n'a rien à voir, on les soutient pas vraiment, tu vois. On a Le oublié seul ça et point les gens ont la positif, mémoire c'est que, courte. le nouveau chef en Syrie là, il, demande à tous, les Syriens de rentrer en Syrie. Donc ça peut être peut-être être bien Ah pour oui, c'est l'Europe. bien. Mais bon, c'est pour préparer quoi? Une croisade dans le sens inverse, même pas, parce qu'on sait qu'une croisade, c'était pour, ça n'avait rien à voir avec le fait de forcer les musulmans à devenir chrétiens, contrairement à ce qu'ont fait les musulmans partout au Moyen-Orient et en Afrique, du Nord, et cetera. Il y a un truc qui est quand même assez drôle parce qu'après tout ce que tu viens de déclarer, c'est que, quand tu vas sur le site, des affaires étrangères, ils déclarent le site des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères français évidemment. Mmh. En ce jour historique pour la Syrie et le peuple syrien, la France salue la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, C'est après plus vraiment de du 13 foutage de ans gueule. d'une répression d'une grande violence contre son propre peuple, etc., etc. Mais c'est vraiment du foutage de gueule parce qu'ils savent pertinemment que ça va être pire. Vraiment, soit ils sont complètement, vraiment trisomiques, parce que là, il faut être à ce niveau-là en disant, oh non, mais en disant, non, non, mais État islamique.
État islamique Al-Qaïda va traiter mieux la population que Bachar Assad. Donc là, vraiment, n'importe quel demeuré à qui tu poserais la question va te dire non, tu vois. Mmh, Soit ils mmh, pensent vraiment ça, ce qui n'est pas le cas, soit ils se foutent juste de la gueule du monde. Et c'est le cas. mmh. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est Ouais. terrible. Le seul vrai positionnement à avoir là-dessus, c'est ne pas intervenir et laisser le pays aller vers la direction dans laquelle il doit aller. C'est pas notre problème. Parce que, Bien la sûr. réalité Après, il y a toujours un truc. Moi, je suis toujours pour le non-interventionnisme jusqu'à ce que ça présente un risque pour ton propre peuple. À oui. partir du moment où État islamique est en guerre contre la France, parce que là, c'est le cas, fait des attentats. Il y a des attentats qui sont déjoués par la DGSI, par la BRI, etc. Très, très régulièrement en France. Hein. Vraiment. Hein. Il y a si on entendait parler à chaque fois de tous les attentats déjoués, si ça faisait la une des journaux et tout, il y en a très régulièrement. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas les laisser accéder au pouvoir, faire un coup d'État dans un pays, parce que c'est pas un truc démocratique. C'est pas genre les gens ont voté pour eux, etc. Mmh. Ils ont renversé le gouvernement en place pour prendre le pouvoir. Tu laisses pas une organisation terroriste qui est en guerre avec ton pays accéder au pouvoir. Normalement, non. Tu vois. Enfin, moi, là, il n'y a pas de non-interventionnisme, etc. Normalement, ça fait longtemps. En fait, ça fait longtemps que ces factions-là auraient dû être détruites par l'Occident. En fait, pour être clair, avant même de parler de Bachar Assad, non, mais à partir du moment où les attentats ont commencé, etc., toutes ces factions, Al-Qaïda, État islamique, toutes ces factions auraient dû faire on aurait dû faire de grosses opérations militaires pour les éradiquer. C'est Parce tout. qu'en fait, c'est de la légitime défense. Ces organisations envoient des mecs sur le territoire français pour tuer des Français par dizaines et Bien par sûr, centaines. bien C'est de la sûr. légitime défense que d'aller s'attaquer à ces organisations directement. Bien sûr. Ah, Déjà, tu sais, c'est incroyable. Moi, je l'ai toujours dit, c'est incroyable que ce soit les Américains qui aient tué al-Baghdadi. Après les attentats du Bataclan, ça aurait dû être la France qui aurait dû faire de très gros déploiements, des très grosses opérations. Je rappelle qu'en Syrie à l'époque, en 2015, il faut se rappeler, les Russes avaient l'autorisation de Bachar al-Assad pour se battre contre l'État islamique, etc. Les interventions américaines, françaises, etc., elles se faisaient sans le consentement de Bachar al-Assad. Donc déjà complètement non. Enfin, on parle de démocratie, etc. Mais là, il y a déjà des gros problèmes. euh, Comment on dit L'interventionnisme, Oui, non, et puis oui, oui, diplomatique déjà, parce que normalement tu demandes l'autorisation à un pays avant de venir un truc militaire et tout, sinon c'est une invasion. Bref, donc tout ça aurait pu être fait avec le travail des services secrets syriens, avec le travail du gouvernement syrien pour la destruction. La France aurait pu dire bon, très bien, Bachar al-Assad c'est pas notre allié, mais là on a un ennemi commun, on travaille avec les services secrets syriens et on détruit al-Baghdadi, on détruit l'État islamique. Non, on n'a rien fait de tout ça. et Et ça, ça, c'est terrible. c'est tout à fait cohérent avec la position, de l'Europe par rapport à l'OTAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les États-Unis, qui financent, militairement l'Europe. C'est les États-Unis qui Ah interviennent le bah, plus, même pour défendre les intérêts européens. Tu ah sais que bah, Trump a déclaré, il y a quelques jours, qu'il allait envisager le fait de retirer les États-Unis de l'OTAN. c'est c'est la fin de l'OTAN. Les États-Unis, c'est 70% de l'OTAN. Les États-Unis financent l'OTAN à 70%. La France, je crois que c'est 6%, il me semble, faut vérifier. Mais c'est un truc comme Ouais, ça. C'est retirer. moins de 10% la France. Hein. C'est en 3 ou 6. Donc c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui défendent ça. Mais moi, très bien. On l'avait dit déjà dans notre live avec Rochdy, etc. Très bien. Moi, je suis pour que l'Europe se débrouille et redevienne autonome, etc. Par contre, on va le sentir passer si on se prépare pas. Ça, c'est sûr. Parce que là, on pourra plus se cacher derrière. Ah ben va falloir, sortir les doigts du Ah, cul, là, hein. va C'est un peu falloir faire des comment trucs. le Ouais, co ouais. c'est un peu comme enlever les aides sociales à un mec qui vit sur les aides sociales, depuis Eh 20 oui. ans. Eh oui. Mmh. Alors, petite question, pour toi, Baptiste. Oui. Comment ça se fait que tu connaisses aussi bien ce sujet de la Non, bah, après, Syrie? je connais pas aussi bien le sujet, mais c'est des sujets qui m'intéressent parce que c'est les seuls sujets, entre guillemets, intéressants au niveau de la politique internationale, etc. Parce que là, c'est des choses qui ont des répercussions directes. Tu vois. OK. Moi, j'en ai rien à foutre de savoir quel budget a été voté au Parlement européen, etc. Parce que de toute façon, dans tous les cas, mais savoir si on va prendre une vague d'attentats qui vont tuer des centaines de personnes en France ou pas, c'est intéressant quand même. Parce que là, C'est intéressant. c'est assez concret, quoi. Et c'est vrai et en fait, toi, tu penses que, bah, alors déjà d'un point de vue strictement théorique, d'un point de vue, minarchiste, d'un point de vue régalien, sachant que l'État est là pour défendre, le territoire, c'est tout à fait logique que de s'attaquer, à des groupes qui font des attentats sur ton territoire, Non, mais évidemment ça et ne surtout que là, ça ne rentrait pas en compte avec l'autodétermination ou avec tu vois, du pays en question. C'est-à-dire que cet État islamique, ces groupes qui nous faisaient la guerre au gouvernement syrien aussi. Donc tu pouvais
tu pouvais intervenir de manière diplomatique en Syrie avec l'accord du gouvernement local, en aidant aussi les populations locales, parce que ne dites pas que les populations locales soutiennent l'État islamique, ce n'est pas vrai, d'accord, pour Ouais, travailler pour notre propre bien. qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je connais pas du tout le sujet. Ah, mais parce il faut voir en Syrie, il faut voir tous les témoignages de Syriens, etc. Mais en fait, la question est simple, c'est que à partir de quand on a commencé à avoir des réfugiés syriens? Parce que si c'est le gouvernement le problème et que c'est la dictature, avant même que les tentatives de putsch, on aurait dû avoir des réfugiés, des gens qui fuient la dictature. Non, les gens, ils ont fui la guerre. Ils devraient pas fuir la guerre si c'est un truc qui va les libérer, etc. C'est toujours les gens qui viennent des endroits qui ont été conquis par l'État islamique qui s'enfuient. C'est quand même bizarre, tu vois. Et il y a beaucoup de témoignages, etc. Forcément, parce qu'en fait, ils passent sous la loi de la charia. Ils passent sous la loi de la charia. On le voit. Mais regardez en Afghanistan ce qui s'est passé. Regardez l'Irak après la guerre, après la chute de Saddam Hussein. Regardez la Libye à côté et demandez aux gens. Tous les témoignages locaux, tous les gens disent qu'ils vivaient mieux avant. Tous. Évidemment, on ne dit pas que c'est le paradis. J'ai jamais dit que Bachar al-Assad c'était le roi de la démocratie, etc. Jamais de la vie. Mais ne me dites pas que l'État islamique c'est la liberté. C'est pas vrai. C'est pas Évidemment. vrai. Et encore une Et fois, la de toute réalité façon, on va pas prendre, on va pas oublier une organisation qui tue des Français, qui nous déclare la guerre sous prétexte que oui, mais bon, dans leur pays, ils ont des problèmes avec la démocratie, donc on va est-ce les que, laisser pour faire. On en a rien toi, à en fait, foutre. je sais pas si Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est la même chose, mais par contre, le ton Mais là, c'est message en fait, reste là, inchangé. là pour le coup, c'est en Syrie, c'est les deux factions. Ce sont des descendants de ces deux factions et d'autres Ah, groupuscules autant qui forment le Al-Qaïda que groupe à l'État l'heure actuelle. islamique. Bah, OK. autant, c'est difficile à quantifier. Encore une fois, c'est des groupes qui sont. En fait, quand tu parles Au avec des. sens littéraire de la chose, hein, pas au sens mathématique. Mais il y a Là, des il 2, quoi. faudrait, oui, là, il faudrait parler à des gens qui sont des spécialistes du sujet, mais il y a tellement de groupes de noms différents que nous, on connaît pas. Al-Nusra, Al-Qaïda, machin. Et en fait, c'est des groupes interchangeables. Il y a des mecs qui ils font pas juste dans un truc. Tu sais, ça dépend des fronts, Ah ça ouais. dépend des machins. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent ensemble. Donc bon, ça Dans tous dépend les cas, vraiment. autant que ce soit l'État islamique, Al-Qaïda ou les 2, ça reste la même chose. Le message reste Oui, le même. enfin, pour nous, Et voilà, dans tous les cas, c'est pas des alliés, tu vois. la réalité, ce qui est drôle là-dedans, c'est que, la France, qui a une pseudo-démocratie, tout le monde sait que c'est absolument pas une démocratie, la France, quand on voit tout ce qui se passe depuis des années, même depuis des décennies. Aller se positionner, contre Bachar el-Assad, c'est complètement hypocrite. En fait, on n'avait aucune Exactement. raison de se positionner contre Bachar el-Assad, mais on avait des milliers de raisons de se positionner contre Al-Qaïda et Exactement. l'État islamique. Exactement. Mmh, Exactement. Exactement. mmh. Voilà, et surtout avec les retours d'expérience qu'on a. Après l'Irak, après l'Afghanistan, après la Libye, ça fait je sais pas combien de fois, après l'Iran. C'est pas comme si, ouais, mais avant, non, ça s'est toujours mal passé. Et même ces gens-là, aujourd'hui, quand tu fais le bilan, par exemple, sur les plateaux de télé français, donc pas là où il y a la plus grosse, la bonne foi, tu vois. Même sur ces plateaux-là, quand ils font le bilan sur la Libye, ils sont là genre, bon, ouais, c'est vrai que maintenant c'est pire. Donc même sur BFM, tu vois, ils sont là, genre, bon, c'est vrai que la Libye, maintenant, c'est. Donc, je veux dire, Ah oui, putain, il faut que ça arrive combien de fois, quoi. c'est toujours la même histoire, tu as raison. C'est toujours la même merde. Eh oui, Mmh. Et enfin. en fait, si la même chose était arrivée aux États-Unis, s'il y avait eu des attentats d'Al-Qaïda aux États-Unis, ça aurait été tout à fait normal que Trump intervienne. Bien sûr. Et puis, le truc, c'est que Ouais. c'est plus facile de contrôler. En vérité, en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'il n'y ait pas une force puissante au Moyen-Orient, etc., qui puisse contester leur autorité quand ils ont quelque chose à y faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de dealer avec des groupes État islamique, etc., que tu as à moitié financé, qui t'a envoyé des armes et tout, parce qu'il n'y a pas de vraie organisation et de vrai pouvoir en disant, bah, on vous laisse faire tout ce que vous voulez chez vous et tout, etc. Mais par contre, on s'occupe de tel gisement, de telle chose, de telle intervention, etc., plus que te dealer avec des vrais leaders comme Saddam Hussein, comme Bachar al-Assad, etc., ou comme Kadhafi, qui eux disent bah non, nous on a l'autodétermination de notre peuple, on décide, etc. Donc en fait, ça les arrange pour leur magouille. Par contre, pour nous, pour la population, ça c'est sûr qu'il n'y en a rien à y gagner. Ouais. Exactement. Bah, écoute, parfait, je te propose de finir là-dessus, avant de passer au prochain sujet. On va réagir donc à une courte vidéo qui résume très bien le record du nombre de faillites d'entreprises en France Ah, en 2024. La France enregistre un record du nombre de faillites d'entreprises en 2024. Plus de 66 000 entreprises ont plié boutique sur 12 mois, du jamais vu sur ces 15 dernières années. Et selon la BPCE, 250 000 emplois sont actuellement menacés par les défaillances. Alors cette multiplication des faillites s'explique en partie par un effet de rattrapage post-Covid-19, étant donné que l'État avait débloqué à l'époque des aides massives avec la politique du quoi qu'il en coûte, notamment avec le prêt garanti par l'État qui permettait des financements avantageux. Et en fait, selon la Banque de France,
France. Environ 50 000 défaillances ont été évitées au moment de la crise sanitaire grâce à ces aides et sont donc rattrapées maintenant de manière progressive. Alors les principales aides aux entreprises ont pris fin en juin 2022 et décembre 2023 et en parallèle, les entreprises ont vu le coût de l'électricité exploser de 38% entre 2019 et 2022, toujours selon la Banque de France. Et cerise sur le gâteau, l'inflation qui a bondi jusqu'à 6,3% en 2023 a inévitablement rajouté une couche de pression sur les entreprises. Dans le détail, les secteurs qui ont le plus souffert sont les activités immobilières, avec 40,4% de défaillance, suivent le transport et l'entreposage, les activités financières et d'assurance, et enfin dans la construction. Super. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, mec? Ben non, mais en fait, c'est pas. Il n'y avait pas besoin d'être médium pour savoir que ça allait arriver. C'est que si tu écoutes n'importe quel économiste qui était contre justement ces aides, etc., tous les gens qui critiquaient ce bilan, tout le monde disait que ça allait arriver. C'est pas compliqué à comprendre. En fait, on a fait un pansement sur une jambe de bois pendant le Covid en disant mais si, regardez, on sauve tout le monde et les gens étaient contents. Parce que les Français, ils ont tellement l'habitude de l'État, du distributeur de billets de l'État, qu'ils étaient là, bah moi je prends mon aide, moi je fais ma déclaration, je prends mon aide et c'est bon, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Tous les gens là qui ont coulé les 66 000 boîtes, etc., c'est des gens qui ont pris leur aide en se disant ah bah c'est bon, bah ça va, on est sauvé. Non, parce que cet argent, les centaines de milliards d'un seul coup qui sont créés, etc., qui sortent de nulle part, il faut les récupérer derrière. Donc ça pèse, ça fait peser un tel poids sur l'économie que derrière les paramètres financiers pour la bonne vie de ton entreprise dans les années qui suivent, ils sont massacrés. Donc d'une, on va augmenter ta fiscalité parce qu'il faut bien rattraper l'argent quelque part. De deux, ça a créé une telle, comme j'ai dit, une telle dissonance dans l'économie française que bah, l'électricité explose, les machins explosent, etc. Bref, c'est un compte à rebours. Ça n'aide rien. Et même au contraire, ça accentue le problème. Parce que ça va faire peser le poids de cette crise Covid pendant beaucoup plus longtemps. Donc c'est terrible ce qui s'est passé, mais les mecs, encore une fois, ils s'en sortent. Parce que quand ils sortent de la crise Covid, ils font. Alors regardez, je suis sûr que si on reprend les extraits des discours politiques de l'époque, etc., je suis sûr que les mecs se félicitent en disant regardez, il y a très peu d'entreprises qui ont coulé, etc. Bon, 2 ans plus tard, voilà, c'est la mort de tout le monde. Mais tu vois ce que je veux dire? Les mecs en sortent la tête haute en disant bah non, mais on a réagi, on a fait ce qu'il fallait. Mais vous n'avez rien fait du tout. Vous avez fait c'est de la poudre aux yeux tout ça. Et là, il faudrait bien que les Français réussissent à comprendre ça, parce que là, je vois les manifs en ce moment avec les agriculteurs, etc. Et tu as une part moi, je soutiens leur combat, évidemment, mais je soutiens les, je soutiens comment La les souffrance des constats. agriculteurs? Je, Ouais, je d'accord. soutiens je soutiens le constat qui est fait sur les problèmes, mais par contre, les solutions souvent qui sont apportées, elles sont pas bonnes. Parce que c'est encore plus de législation, c'est encore plus d'aide publique, etc. Tout ça, ça ne fait que reculer le problème, ou ça ne fait que le retarder, et ça l'accentue toujours. Je pense que c'est un message très important que tu as déjà passé plusieurs fois, mais j'aime le rappeler. Oui. Le problème de l'agriculteur en France, c'est que l'État le régule à souhait, le taxe Et le à taxe. souhait, et Et le finance. ensuite Et et ensuite le ensuite vient lui finance. donner des aides de l'autre côté. Et le Et ensuite problème, le c'est finance, qu'eux, ils évidemment. pensent beaucoup d'agriculteurs, malheureusement, pensent que la solution, c'est plus d'aides, plus de subventions. Alors que Oui, la ou plus de réalité, régulation, plus de machin, mais alors que la réalité, oui, en fait, il faut détruire il faut quasiment tout ce qui existe. tout déréguler, arrêter de les taxer comme des porcs, Voilà. et les agriculteurs, ils s'en sortiront très bien comme aux États-Unis. Il faut détruire la politique agricole commune, il faut détruire la SACEM, il faut détruire toutes ces choses-là, tout ce qui est, voilà, la mutuelle des agriculteurs, tout ce système, etc. Il faut. Mais bon, ça c'est un sujet entier là, je vais pas commencer à développer ça maintenant, mais tout ça pour dire que voilà, que c'était évident, tout ça c'est évident. Et là on va payer ça, enfin on paye ça très cher. Et il y a des décisions en ce moment qui sont prises à niveau européen qui accentuent tout ça, parce que l'énergie, c'est lié à des décisions européennes qui nous ont mises dedans, hein. Donc, bref, Oui, on rappelle que le c'est. prix de l'énergie, peu importe sa source, que ça vienne du charbon, du nucléaire ou de je ne sais où, il est fixé au niveau de l'Union européenne. Non, Donc mais c'est bien que terrible. la On n'a France pas ait le droit d'être ultra compétitif. la France, elle a d'énormes gains de productivité potentiels grâce au nucléaire, contrairement à l'Allemagne qui a fermé ses centrales nucléaires. Mais non, on est obligé d'acheter, l'électricité au même prix que les Allemands, Non, non, l'énergie mais au même prix c'est que les c'est Allemands. c'est c'est terrible, c'est terrible. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce n'est pas une de libéralisation du marché de l'électricité. Privatiser ne veut pas dire libéraliser.
Privatisé, ça peut être l'État qui donne des marchés à des entreprises privées, qui les régulent, qui fixent les prix, et cetera. C'est pas parce que c'est des privés qui produisent que le marché est libre. Et la réalité, Non, c'est bien que sûr. le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il est loin d'être libre. Donc ça n'a rien à voir avec le libéralisme, Il y a, les il problèmes y a peu de énergétiques en France. marchés qui sont autant régulés que le marché de l'énergie, hein. Exactement. Et Toi même l'énergie verte, je voyais Total, le PDG. Non, mais ah je sais oui! pas si tu as vu ça ou je Ouais, t'avais envoyé, ouais, peut-être, je me rappelle plus. Je voyais des interviews du PDG de Total et de d'autres trucs qui essayent de développer des énergies. Alors, déjà, moi, j'aime pas ce terme d'énergie verte parce que c'est complètement, c'est encore de la bite. Des mmh. énergies, on va dire, comment on dit, pas aller, hmm, autre, merde, il y a un terme que j'ai oublié. Renouvelable, je sais pas. Oui, non, c'est même pas ça que je voulais dire, c'était alternative, voilà, des énergies Alternatif. alternatives, parce que faut regarder un petit peu ce que c'est de construire une éolienne, ce que ça rend en termes d'impact carbone, etc. C'est pour ça, c'est pas vert. Ah oui. Mais Ah oui. disons que des énergies, donc qui vont dans le sens de ce qui est fait au gouvernement, le mec dit, je peux pas. Il dit, ça prend tellement de temps, c'est tellement régulé, etc., qu'en quelques années, j'ai pu faire quelques pauvres éoliennes ici et j'ai galéré, alors que dans le même temps, j'en ai fait, je sais pas combien de milliers aux États-Unis. Ouais, C'est, il dit c'est- il a dit qu'il a généré, je sais plus combien de fois plus d'énergie avec le même nombre d'employés, aux États-Unis et que Il pour lui parle ce d'énergie serait renouvelable, hein. Il parle ouais, d'énergie renouvelable. Il parle de parcs éoliens, de parcs de fermes solaires, etc. Donc là, on parle même mais pas, tu mec, vois. Même quand ils essayent de faire ça, c'est tellement compliqué que même ça, on peut pas. Même les trucs c'est où l'État te dit de le compliqué, faire, on peut pas le faire. taxé, réglementé. C'est fou. Tu sais, c'est quoi C'est le fou. problème, mec? C'est que quand ils interdisent la cigarette, mais et pas qu'ils l'interdisent, mais quand ils essayent de réduire la cigarette en le remplaçant par des alternatives, mais il y a un manque à gagner sur les taxes de ces cigarettes. Donc ils vont commencer à taxer les alternatifs. Quand ils essayent de réduire une certaine forme d'énergie pour en créer une autre, beh, ils vont Eh taxer beh, cette oui, nouvelle forme d'énergie parce que bien sûr, sinon la ma ça ne bénéficie pas à la mafia. bien sûr. Surtout qu'il faut encore plus avoir à récupérer parce que c'est subventionné. En plus. Parce que comme c'est des trucs subventionnés, etc., derrière, il faut que tu récupères, par un moyen ou un autre, il faut que tu récupères 2 fois plus. Ah bah oui, c'est ça, Donc par et des moyens et détournés, déjà évidemment, mais le PDG de Total a même dit que ce serait même, plus intéressant pour lui enfin, il a dit que si ça changeait pas, il devrait aller en Allemagne pour, sa production en Europe. ouais, ouais, ouais. Bah oui, 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 Tellement avec l'État Diem français qui a en fait, l'État français, ils sont plus blancs que blancs. L'Union européenne, ils, réglementent comme des fous, mais la France, ils font toujours plus et ils sont toujours en avance. il y a quelqu'un juste qui dit: «Vous dites de la merde». Bon, déjà, tu peux parler plus correctement. «Vous dites de la merde, Pierre Guillaume n'a jamais demandé plus de taxes et d'aides, les paysans demandent des prix justes en sortant de Laisse-moi l'OMC et le parler de Frexit». Pierre Guillaume. Déjà, Pierre Guillaume n'est pas un représentant d'un syndicat agricole, c'est pas lui qui va aller à l'Élysée pour tracter avec le gouvernement. Et ensuite, la chose est que j'ai pas dit tout le monde, j'ai dit certains, voilà. Donc c'est déjà différent. Et ensuite, il faut regarder comment ils veulent ça, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui demandent des prix justes, mais ils demandent des prix régulés, encore une fois. Ils Mmh. demandent à ce que l'État fixe des prix minimum, etc. Donc ils demandent une intervention de l'État dans ces choses-là, Mmh. ce qui n'est pas la solution. Ce qui n'est pas la solution. Donc au lieu de dire vous dites de la merde, commence à déjà écoute correctement ce qu'on dit, et renseigne-toi plus, d'accord? Il suffit pas juste de demander, il faut regarder. Le problème, c'est pas, comme je l'ai dit, moi je partage les constats. C'est-à-dire le constat, c'est que les prix sont pas justes, on veut des prix justes. Ce constat, je le partage. J'ai dit ce que je ne partageais pas, c'est les solutions qui sont apportées. Là, tu nous Mais dis, en les paysans plus, demandent des prix justes. Pardon. la Non, vas-y, vérité, vas-y. mec, c'est que si tu vas dans une manifestation, d'agriculteurs, tu tends le micro, ils vont tous te dire: «Il faut que Mais pas l'État» tous, non, mais beaucoup. mais Ils vont et oui, il y en a on l'entend énormément souvent. qui vont te dire: «Il faut que l'État réglemente, il faut que l'État, interdise certains produits, il faut que l'État fixe des prix, il nous faut, plus de subventions». Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est Il une y en a beaucoup, réalité, arrêtez de mais déconner. c'est pas que les agriculteurs, c'est tous les Français, parce que c'est Oui, un c'est vrai. réflexe pavlovien. C'est ce qu'on a Mmh. expliqué la dernière fois quand on recevait Laurent Bertone. C'est un réflexe pavlovien parce qu'on vit dans cette dystopie où l'État est papa, maman. Et donc, papa, maman, bah, c'est à eux que moi, mon forfait de téléphone, il est pas assez gros. Papa, achète-moi un forfait plus gros. Ma chambre, mes draps, ils me conviennent pas. Papa, il faut que tu changes mes draps. Les Français agissent comme des enfants avec l'État, mais c'est, encore une fois, c'est aussi parce que on les a mis dans ces trucs et qu'on leur a fait croire que c'était la seule solution possible. L'État s'est rendu indispensable dans tout. Et à l'heure actuelle, c'est la vérité. À l'heure actuelle, si tu ne changes pas l'intégralité des paramètres économiques du système français, il n'y a que l'État qui peut faire quelque chose. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a que l'État qui peut faire quelque chose, puisque tout est bouclé, verrouillé et contrôlé par l'État. Puisque 60 du PIB est contrôlé par l'État. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai.
c'est vrai. T'as tout à fait raison de le préciser parce que je pense que c'est important. C'est pas un problème d'agriculteurs, c'est un problème de Français de manière générale. Voilà, c'est ça, mais c'est un problème. Encore une fois, je leur jette pas la pierre. Je dis juste que il faut commencer à réfléchir différemment. Mais comme on l'a développé avec, développé avec Oberton, le problème c'est que ce sont des idées qui sont très peu mises en avant. Et là, ça commence tout juste. Et d'ailleurs, je crois que ça va faire le lien avec le sujet suivant, il me semble. C'est Ah qu'on oui. voit de plus en plus Sarah Gnafo. Alors, je sais pas si c'est la ligne qu'ils ont Ah donnée. non, c'est le sujet. Il y a un petit sujet entre temps. Ah, bien Un sûr, autre sujet entre-temps. entre Mais temps. on la voit de plus en plus. En tout cas, moi, on me propose de plus en plus de ces interventions où elle défend un libéralisme économique et un désengagement de l'État sur l'économie. Alors, c'est nouveau. On l'a toujours entendu en discours sous-jacent chez Reconquête. Mais là, c'est beaucoup plus mis en avant, avec des fois des discours qui sont beaucoup plus libéraux, etc. Voire libertariens sur certains sujets. On l'a vu défendre Javier Milei, etc. Ouais. Donc, Bah, je te mais propose jusqu'ici, de parler d'elle, hein, on pourra faire oui, l'autre oui, sujet oui. après. Mais Ouais. jusqu'ici, c'était pas mis en avant et c'était pas proposé aux gens. Donc les gens ne savent même pas que cette alternative existe. Donc c'est normal qu'il faut pas leur jeter la pierre du fait qu'ils n'y pensent pas directement. C'est ce que je voulais dire. Ils sont pas exposés à ces idées-là. Par contre, j'en parlais avec mes potes sur mon podcast Les méchants capitalistes. Je trouve qu'avant, les gens, ils avaient la modestie de ne pas donner leur avis sur absolument tout alors qu'ils ne sont pas renseignés et qu'ils ne savent rien à rien. C'est Aujourd'hui, le, tu as c'est le des maladie d'Internet. individus. Ouais, c'est le mal d'Internet. Tu as des individus qui ne savent rien à rien, qui vont donner des avis sur tous les sujets et qui vont aller voter pour t'imposer leurs avis alors qu'ils ne se sont même pas renseignés. Je l'ai dit, c'est la maladie Internet, c'est la maladie de l'espace commentaire. Le fait d'avoir mis des espaces commentaires partout, les gens pensent qu'on leur tend un micro. Qu'on leur dit, et vous, vous en pensez quoi? Et c'est fou, parce qu'en vrai, la réponse, ça devrait être, ben, j'en sais rien, moi, j'y connais rien, je suis là pour écouter, je suis là pour apprendre. Mais non, il y a beaucoup de gens qui, même s'ils n'y connaissent rien, en plus, ils ont Google, ChatGPT, ils font 3 recherches, ils ont l'impression qu'ils sont spécialistes. Mais bon. Je voulais juste dire un petit truc, répondre à un commentaire qui dit: pensez-vous que la France devra inévitablement traverser une crise financière majeure pour provoquer un changement radical de système? Ou croyez-vous qu'à force de sensibilisation et de réflexion comme les vôtres, une transformation peut s'opérer et passer sans une telle rupture? Alors, si on parle économiquement parlant, la crise financière majeure, on y est. On est dedans. Et si vraiment il y avait un changement de paradigme et qu'on rentrait dans une démarche qui est celle que nous on propose, il n'y aurait pas besoin que ça aille plus bas. Ça s'améliorerait immédiatement. La preuve en est, et je crois que tu as fait un contenu sur le sujet, si vous allez voir ce qui s'est passé avec Javier Milei, ça s'est amélioré immédiatement. Il n'y a pas eu une chute avant que ça redémarre. Ça s'est amélioré immédiatement. Aux États-Unis, pendant le premier mandat Trump, il a été beaucoup moins radical que Javier Milei, mais il a dérégulé beaucoup, il a changé le truc fiscal. Ça s'est amélioré immédiatement. Bon, c'était avant la crise du Covid, etc. Mais juste avant, ça s'est amélioré immédiatement. Donc non, la crise, on y est. La crise, on y est. Si aujourd'hui, si demain, et demain, on fait un changement radical, on fait vraiment des coupures exceptionnelles dans le budget des dépenses publiques, etc., et qu'on commence à privatiser énormément, enfin vraiment, tout ce qu'on vous développe sur Radio Dixie, qu'on rentre dans une sorte de libéralisme économique, moi je pense pas que ça ira plus bas d'abord. Ça va immédiatement s'améliorer. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps parce qu'on part de très très loin. La politique, ça passe par la culture avant. Et aujourd'hui, le français, il est loin de cette culture, Exactement. malheureusement, même si on fait le Exactement. travail. Et la réalité Exactement. aussi, mec, ça fait 50 ans que l'État français n'a pas eu des comptes dans le vert. Ça fait 50 ans qu'il y a un déficit budgétaire en France. Eh oui. 50 ans, mec. Je ne sais pas si tu te rends compte. Non, bien Et sûr, la, bien ré- sûr. et la réalité, c'est que ne serait-ce que pour aller dans la bonne direction, il faut que l'État soit à l'équilibre. Parce que si l'État est à l'équilibre, il n'y a plus besoin Non, on de parle pas d'excédent générer. budgétaire, hein. Non, non, on parle juste d'être à l'équilibre. Parce que quand tu es à Oui. l'équilibre et qu'il y a pas et que l'État rentre dans ses dépenses, nous on veut bien plus que ça évidemment. Mais ne serait-ce qu'avec un État qui rentre dans ses dépenses, il n'y a plus besoin d'emprunter de l'argent, donc il n'y a plus besoin de continuer à payer des intérêts de la dette. Il n'y a plus besoin de faire de la création monétaire, parce que l'État fait de la création monétaire pour financer toutes ces conneries. Donc il n'y a plus d'inflation. Ne serait-ce que ça, ça permettrait de retrouver une bonne croissance. C'est pas l'idéal, mais ne serait-ce que ça. Après, la question sous-jacente, c'est de savoir est-ce que, à force qu'on fasse un travail culturel, les mentalités vont changer assez pour que ça donne lieu à un changement politique? Moi, j'y crois pas. Oberton, il a dit qu'il y croyait plus ou moins. Toi, je sais pas. Ouais. Moi, j'y crois pas parce que moi, je pense que la République est verrouillée et que même si c'était le cas, donc déjà, le changement de mentalité globale, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y aura toujours qu'une minorité. Je pense qu'on peut éduquer une minorité, qu'une minorité va s'éveiller, comme nous, hein, parce que moi, je l'avoue, hein, j'ai fait un gros chemin aussi sur plein de sujets, etc., à force de m'y intéresser. Et il y a des choses sur lesquelles, il y a 10 ans, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, je pense que pour les gens qui s'y intéressent, oui, Avant, oui, il y a un changement de mentalité possible. avant, tu détestais les Chinois. Non, pourquoi? C'est pas vrai, je te laisse continuer. Mais voilà, je pense que ça, oui, mais ça restera toujours une minorité. Je pense que la masse, voilà, ne changera pas. Mais même
même imaginons que la masse change et aille dans ce sens-là, je pense que la République est vraiment un bunker beaucoup trop verrouillé pour se laisser pénétrer par n'importe quoi qui vienne du peuple. Je pense vraiment que... Est-ce que tu peux développer un petit Donc peu moi, ce je point-là? crois... Ben, on l'a développé plein de fois. Je pense qu'il n'y a pas d'entrée politique possible. Je pense que démocratiquement, tu pourras jamais faire élire un mec de notre bord. Je pense que Ok. voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, voilà, il y a trop, le pouvoir est trop centralisé. Ils ont trop la main sur tout. Ils laisseront jamais partir leurs médias. Ils laisseront jamais un mec chez nous arriver au pouvoir. Donc tout ça, ça ne se fera pas. Donc je pense effectivement qu'on va passer par une crise majeure, qu'il faudra que ça passe par une crise majeure, une guerre ou quelque chose pour avoir un semblant d'espoir. Mais ça, c'est le discours que j'ai toujours tenu. Hein. Donc pour Pas toujours, toi, ce depuis qui s'est longtemps. passé en Argentine, je suis plutôt d'accord Impossible en avec toi, France. mais c'est ton avis qui m'intéresse, c'est impossible en France de Ouais, je par pense. les Sans, institutions de la République, de par la République. non, non. Je veux dire, démocratiquement, c'est impossible en France. OK. Mais déjà, il y a pas de vraie démocratie en France, on le sait tous, Voilà. Non, mais c'est mais ce que je veux dire. En parce en jouant les règles du jeu de la République, non, c'est impossible. C'est Parce que impossible. tu vois, en Argentine, ça faisait quand même 100 ans que, la gauche était au pouvoir. Je me fais l'avocat du diable, hein, parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais ça fait 100 ans que la gauche était au pouvoir, qu'elle subventionnait les médias, la culture, l'éducation, le ci, le ça, et Milei, il a quand même réussi à dire aux Argentins: «Si vous avez des aides sociales, si vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des parasites», et c'est pas comme ça qu'on va retrouver, Mais il y a un le succès de paramètre qui l'Argentine. est il y a un paramètre qui est le poids du peuple, dans le débat, qui est que, est-ce que je dis pas, je n'affirme rien parce que je connais très peu le peuple argentin, mais est-ce que les Argentins, si on avait, enfermé Milei et si on l'avait, assassiné ou si on l'avait empêché d'accéder au pouvoir, est-ce Mmh, que les Argentins se seraient rebellés? Je pense que oui, révolté, ouais. et je pense que le système savait qu'il ne pouvait plus lutter contre le peuple. Tandis qu'en France, non. La capacité de rébellion du peuple français, elle n'existe plus. En fait, on l'a canalisé. On a fait croire aux Français qu'ils se rebellent parce qu'ils font des manifestations. On fait plus de manifestations que n'importe quel autre peuple dans le monde. Seulement, nous, ça débouche sur rien. Non, mais voilà, c'est ça le truc. On fait pas des rébellions, on fait des manifestations qui sont autorisées par l'État. Je rappelle qu'en France, une manifestation, elle est déclarée et c'est l'État qui dit oui. Et quand c'est des manifestations interdites par l'État, il y a une répression terrible. Donc de toute façon, l'État vous donne l'autorisation de manifester, donc c'est pas une rébellion. Quand l'État dit oui, oui, vous pouvez aller gueuler dans la rue, c'est Et bien quand qu'ils l'État en peut ont rien à dire foutre. non, Et en plus, l'État peut dire non. justement. Donc Donc en quand ils fait, disent non, c'est que justement ça les intéresse pas. demain, il y a Sarah Gnafo qui lit du Hop, qui lit du Friedman et je ne sais pas quoi Ouais, d'autre, je pense qu'elle le qui fait a déjà. qui Hein. Elle était probablement, mais magistrate à la Cour des comptes et tout. Je pense qu'en économie, elle sait pas la moitié d'une bite, à mon avis. Hein. c'est vrai, mais c'est pas des lectures qu'on a en France en général. Peut-être d'elle-même, elle Oui, les a mais lues, elle, quand mais même, je pense. Bon, après, je ouais, sais c'est pas. vrai, Hein. tu raison. J'ai son C'est numéro de po téléphone, je peux c'est essayer de l'appeler, mais elle répond plus. Ça fait des années qu'elle répond plus au téléphone, c'est vrai. Envoie-lui un petit WhatsApp, voir si elle veut venir sur Radio Dixie et Ça en m'étonnerait, fait, mais bon. Ouais, je peux essayer, je peux essayer. on va pas développer, mais je comprends que ça t'étonnerait et en fait, là, on arrive vraiment au fond du sujet. C'est là où c'est ça ce que je voulais t'entendre dire, c'est que demain, s'il y a une Sarah Gnafo ou dans 10 ans, il y a une Sarah Gnafo, qui se présente à la Milei, si du jour au lendemain elle disparaît, il se passera rien en France. Non. Et de toute façon, alors ils auront même pas besoin de la faire disparaître parce que la France est une démocratie dictature molle. C'est pas une dictature où on enferme les gens, où on les exécute parce que c'est trop visible. C'est autre chose. Oh là, elle sera condamnée pour quelque chose. On dira non, non, elle a fait des malversations. Ils vont inventer des trucs. Les médias vont dire ah Fraude regardez, en fait elle faisait fiscale ou je sais ça, pas quoi elle faisait d'autre, quelque chose ouais. et elle ira en tôle ou elle sera inéligible. Et tu vois ce que je veux dire? C'est des manières détournées parce qu'en France c'est ça. J'ai toujours pris cette métaphore. Je l'ai fait un millier de fois, mais je vais la refaire Ouais, entre la dictature forte et la dictature molle. La dictature forte, c'est faut prendre ça à échelle d'une entreprise. Vous êtes dans une entreprise, vous critiquez le patron, vous êtes viré. Ça, c'est la dictature forte. En France, on est dans une dictature molle, c'est-à-dire vous êtes dans une entreprise, vous critiquez le patron, on vous harcèle jusqu'à ce que vous démissionniez. C'est deux choses différentes. Si exactement. le patron vous vire, c'est évident que tout le monde autour est là, mais putain, en fait, il vire les gens qui sont pas d'accord avec lui. Si vous démissionnez vous-même, on va dire, bah non, mais c'est lui qui a décidé de partir, voilà, c'est tout. Donc la France, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'enferme. Mais si c'est le cas, si demain il y a une Sarah Knafo, et même qu'elle avait 80% d'intention de vote, ce qui n'existe jamais en France, hein, mais même si voilà, elle était soutenue, que tout le monde était d'accord, etc., et qu'il la rende inéligible, etc., il n'y aura pas de révolte dans le sens violent du terme. Il y a OK, pas les ouais. capacités. Le peuple français n'en a pas les capacités. Je comprends. Bah, écoute, c'est parfait. On va au fond du problème comme ça et on est d'accord que, ils utilisent donc toutes les lois à la con là pour toujours trouver un truc et être condamnés s'ils en ont besoin et ça m'a fait penser à un truc mec. C'est qu'aujourd'hui, cette de République française, elle te retrouve beaucoup plus rapidement si tu décides de ne pas déclarer tes impôts, plutôt que si tu es un étranger sous OQTF qui est pas partie du Oui, pays. oui, oui, c'est ça. C'est exceptionnel quand même, bordel de Bien sûr, merde mais après et on donc est pas
En France, on a une photo HD 4K de toi au volant de ta voiture parce que tu roules à 10 km. Tu roules, mais même si tu roules très vite, hein, tu roules à 180 km/h. Donc tu roules à une vitesse folle. On a une photo 4K, on peut t'identifier. On peut dire la marque du sapin sans bon que tu as sur le rétro. Par contre, quand il y a un poseur de bombes dans la rue ou qu'il y a une agression, etc., c'est une vieille. Soit on n'a rien, soit on a une image floue de dos en 480. Bah oui, C'est en exceptionnel. 480p. Ben oui, non, c'est ça qu'ils veulent. De toute façon, c'est dans les intérêts de la République. Je te propose une petite phrase de Sarah Gnafo, une petite intervention Ah ouais. qui est pas exceptionnelle sur le fond. Après, on va en voir une autre qui est plus intéressante sur le fond, mais sur la forme, parce qu'on a l'impression de nous entendre en fait. C'est bien que la droite ait une minute de parole sur l'économie parce qu'on a entendu les 50 nuances de socialisme. Alors on a des socialistes de gauche, des socialistes de droite, puisque même le RN maintenant veut que les Français travaillent moins. Le Rassemblement national qui veut s'allier avec LFI sur la question des retraites. Je trouve que c'est vraiment dommage. On a Madame Droit à la paresse. Enfin bref, on a toutes les nuances. Ce que je pense, c'est que sur la question des retraites, je pense qu'il va falloir oser parler de capitalisation. On en a parlé 100 fois, donc je vous ai parlé à la fin, mais je trouve qu'elle a vraiment un vocabulaire qui ressemble au nôtre et ça fait plaisir. Oui, mais elle a dit le mot interdit. Elle a dit il va falloir parler de retraite par capitalisation. Mais là où moi j'aimerais l'interroger si j'en avais l'occasion, ou j'aimerais discuter avec eux si j'en avais l'occasion, c'est savoir pourquoi ils n'ont pas parlé de ça, pourquoi ils ne l'ont pas proposé dans leur programme. Pourquoi le programme de Zemmour, c'était juste de ne pas rabaisser l'âge de la retraite. Tu vois, lui, il était contre la réforme des retraites. Il était pour la réforme des retraites. Il était pour l'augmentation de l'âge de la retraite, il me semble, etc. Donc tout ça, d'accord. C'est vrai que de ce côté-là, ils ne sont pas dissonants. Mais par contre, il n'a jamais proposé la retraite par capitalisation. Alors moi, je la connais la réponse. C'est parce que c'est inentendable du côté des Français. Mais du coup, là, on dirait qu'il y a un repositionnement qui se disent, bon, là, de toute façon, on est dans l'opposition totale. Il n'y a plus de chance réellement d'être élu, machin. Donc, il va falloir peut-être avoir un discours nouveau. En plus, ils sentent que le discours libéral, on n'y est pas complètement étranger. Il n'y a pas que nous, mais on n'y est pas complètement étranger. Il commence à se développer dans l'opposition, de par l'influence de la alt-right américaine et du travail qu'on fait nous ici, etc. Donc, peut-être que... Parce qu'elle est très beaucoup sur les réseaux, Sarah Knafo. Parce que j'ai déjà expliqué, mais à l'époque de la première campagne de Zemmour, c'est elle qui m'a contacté parce qu'elle voulait je fasse une vidéo avec Zemmour. Elle avait contacté d'autres influenceurs, etc. Donc moi, elle connaissait mon travail. Je l'ai eu au téléphone et je peux vous assurer qu'elle connaissait Benchen Cigar. Je le savais. Elle m'a pas juste appelé parce qu'on lui a dit appeler Baptiste Marchais. Elle, c'est quelqu'un qui savait ce que je faisais, etc. Et je le vois tout de suite parce que tu sais, j'ai affaire à tellement de journalistes. Je le vois très bien quand ils ont aucune idée de ce que je fais et quand ils connaissent mon boulot. Elle connaissait mon boulot. Donc tout ça pour dire que je pense qu'elle sait, et donc c'est pas impossible qu'elle connaisse Radio Dixie et d'autres émissions du genre et qu'elle voit un petit peu les tendances qui montent aujourd'hui et qu'elle se dise ah tiens ça se développe. Nous c'est plutôt je pense qu'elle c'est plutôt dans ses convictions pour de vrai parce que comme elle l'a dit, elle a été magistrate à la Cour des comptes, t'es dans l'œil de la tornade, l'œil du cyclone, tu sais, tu vois vraiment. Non, mais elle a dit, elle était dans les abysses. Elle passe... non, mais elle était dans les abysses de l'économie. Dans les abysses de l'enfer. Mais le truc, c'est qu'elle a dit. Nous, on se sent submergé par les dépenses publiques, etc. Imagine si on avait les comptes sous les yeux. Il faut être très fort pour pas tirer une balle. Là-dessus. Elle a dit, mec, je passais ma journée à regarder des lignes de dépenses de Oui. l'État. J'étais en enfer. Bien sûr, donc c'est ça. C'était impossible à supporter. C'est ça. Donc je pense que c'est ses convictions. Aujourd'hui, peut-être qu'ils développent ces trucs. Et donc, attention, s'il y a un repositionnement de leur programme économique, parce que on va pas se voiler la face. Il y a un truc qui est le fer de lance, c'est la sécurité sociale qui va être le truc le plus compliqué. Voilà. Non, mais c'est très clair. C'est-à-dire que si vraiment il y a un repositionnement de leur programme, et dans ce cas, je serais très content de les mettre en avant, en disant, même si je pense que c'est encore une fois inéligible, mais de leur programme en disant nous on est pour un programme à la Xavier Millet, etc. À Javier Millet, on coupe dans les dépenses totales, on libéralise tout ça. Ils n'arriveront jamais à parler de la sécurité sociale. Enfin, je vois pas comment. Là, elle a dit déjà retraite par capitalisation, c'est déjà un truc de fou. Alors, là où c'est plus faisable, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est. Il y a tellement pas de débat économique libéral en France que la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire retraite par capitalisation. Dans la tête de la plupart des Français, encore une fois, je ne parle pas de vous, je peux dans notre communauté parce que voilà, mais je parle du français moi lambda. À parler au français lambda qui n'a plus aucun espoir en la politique. Dans la tête du français lambda, retraite, c'est public. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ne savent pas. Oui, non, ils savent pas que ça existe autrement. Il faut bien comprendre ça. Donc, faut voir. Mais encore une fois, oui, c'est vrai qu'on a l'impression de s'entendre et ça fait du bien de dire bon, il y a quelqu'un dans ce genre de sphère qui en parle. Mais bon, comme elle l'a dit, là, elle est sur un plateau. Il y a tous les partis représentés. Elle est toute seule.
Elle est Ah toute oui, seule. Et elle elle est est toute le seule, tout le monde parti la qui défonce. représente, je crois, sur le plateau, le moins d'électeurs. Donc vraiment, c'est Parce qu'en plus, c'est le exceptionnel là, microcosme. le clash qu'elle a balancé à comment elle s'appelle l'écolo de merde là? Je me souviens pas de son nom. Rousseau? C'était Sandrine Non? Rousseau, elle lui a dit, «Le droit à la paresse». Elle avait déclaré ça Oui, un jour, parce que Sandrine ça, c'est un Rousseau. truc qu'elle On avait doit dit, avoir ouais. le droit à la paresse, bordel de merde. Et d'un point de vue, théorique, écoutez les gars, c'est positif parce qu'un parti politique, en fait, pour gagner, ça doit pas défendre des convictions, ça doit défendre des choses qui peuvent lui attirer des voix potentiellement. Donc s'il se positionne comme ça veut dire que même s'ils sont inéligibles, comme tu le dis en France, ça c'est clair et net, qu'il y a potentiellement un nombre de voix suffisant à gagner pour continuer à exister en politique, continuer à recevoir les subventions d'État, les dons, etc. Donc s'ils commencent à se positionner comme ça, c'est parce qu'ils ont des experts en communication qui leur disent c'est un message qui peut attirer un certain nombre de personnes en France. Et moi, même si je crois pas à leur éligibilité, et cetera, ce qui est intéressant, c'est l'éducation que ça va faire. Parce qu'en fait, ces gens à qui ils parlent, eux, c'est des gens que nous, on ne touche pas. Mm. D'accord? Les gens qui regardent le débat, parce que là, elle est sur un truc, on sait même, toi et moi, on est incapable de citer la chaîne, l'heure à laquelle ça a été diffusé, l'émission, parce qu'on en a tellement rien à foutre, on ne va jamais regarder ces choses-là. Moi, si c'était pas pour le podcast, même cet extrait-là, je ne l'aurais jamais vu, parce que j'en ai absolument rien à Ah foutre de oui, ce qui c'est se ça, passe ouais. à la télé. Donc, Mm. nous, on n'est pas du tout. Par contre, les gens qui regardent ça, c'est votre belle-mère, voilà, c'est ce genre de personnes, donc qui eux regardent la télé, etc., et qui sont peut-être de notre bord, hein, mais qui voilà vont regarder ces news là. Donc là, ces gens, ils vont avoir cette éducation économique aussi. Ils vont en tout cas entendre et savoir que ce point de vue existe. Et peut-être que ça va faire sens chez eux et qu'ils vont dire ah mais attends mais oui c'est pas con putain c'est vrai que ça c'est différent au moins. Donc Mm. donc peut-être que Pareto, entre le travail que nous on fait sur Internet, et quand je dis nous, je parle pas que de nous deux, je parle des gens de manière générale, tous les influenceurs qui défendent un point de vue libéral, libertarien, etc. sur Internet, plus eux s'ils le font sur la télé, etc., bah, peut-être qu'on va éduquer plus de personnes et que ça va devenir quelque chose d'existant au moins dans le Mm. spectre politique français. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est existant. On n'existe pas, il faut bien le dire. On n'est pas assez pour... Non, mais je le reconnais, on n'est pas assez pour exister. Si on devient assez pour exister, bah, voilà, et même peut-être avoir un parti, même si pour moi, encore une fois, ce n'est pas... J'appellerai jamais à voter ou quoi, parce que pour moi, ça n'a aucun sens, ça ne Non, marchera c'est jamais. la guerre Mais au médiatique, la moins, guerre culturelle. on existe voilà, sur l'échiquier, et donc c'est une grosse aide pour la guerre culturelle. C'est le point positif. Exactement, le parti de Gnafo, le parti de Zemmour, même s'ils ne pensent pas gagner les élections avec ce genre de message, eux, ce qui les intéresse, leur intérêt personnel, là, si on ne parle pas de principe, leur intérêt personnel, c'est d'avoir suffisamment de poids, suffisamment de votes, de ci, de ça, pour pouvoir continuer Exister, ouais. à vivre, exister et à gagner de l'argent grâce à ça. Ouais. Parce que, Ouais, ouais. en fait, un parti, un peu comme Bayrou, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, en fait, en politique, l'important, c'est d'exister, même si tu n'es pas au pouvoir, parce que grâce Ouais. au fait que tu existes, tu continues à amasser de l'argent autant du côté des subventions de l'État que des dons privés, etc., etc. Et donc, ils ont cet intérêt personnel qui a l'air de voir le jour. Et je reviens à ce que tu disais juste avant. C'est ça qui est très, très bon parce que cet intérêt personnel, ça va permettre de les entendre communiquer sur ces idées-là et donc d'aller de l'avant sur la bataille culturelle et médiatique. Oui, ouais, clairement. Parfait. Je vous propose un autre petit extrait de notre petite Sarah. Je me souviens plus de son prénom. Notre petite Sarah. Je vous mets ça tout de suite. En fait, chez Jean-Jacques Bourdin, elle avait fait quelque chose qui avait fait polémique en disant que France Travail, ça servait à rien, avec des entreprises comme Ah oui, LinkedIn, oui, bah c'est vrai. Hein. qui avaient bien moins d'employés, permettaient de trouver beaucoup plus d'emplois que France Travail. Je vous laisse l'écouter quand elle a dû s'expliquer sur un autre plateau télé. Moi, qu'est-ce que j'ai dit chez Jean-Jacques Bourdin? J'ai dit qui a déjà trouvé un travail grâce à France Travail? Voilà la question que j'ai posée. J'ai pas dit qu'il n'y en avait aucun. Et puis d'ailleurs, je suis allée regarder les chiffres et maintenant j'ai la réponse. L'INSEE nous apprend qu'en 2017, grâce à France Travail, seuls 12% des chômeurs ont trouvé un emploi. 12%. C'est-à-dire que 88% n'ont pas trouvé d'emploi grâce à France Travail. Moi, ce que je dis, c'est qu'à l'heure où on a des plateformes numériques qui font pour le coup ce travail, il y a Le Bon Coin, il y a LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez 900 millions d'utilisateurs et ils n'ont que 16 000 salariés dans le monde entier, quand on en a 54 000 juste en France pour France Travail. Chaque minute, il y a des centaines de gens qui trouvent un emploi sur LinkedIn. C'est pas des bourgeois, c'est des gens du quotidien qui trouvent un emploi sur Le Bon Coin, dans le bâtiment, dans n'importe quel secteur. La question que je pose, c'est est-ce que c'est normal que ce soit encore un service public aujourd'hui? Parce que c'est notre argent. C'est logique de vouloir questionner cette efficacité. Je vais vous dire, c'est pas du tout ni démagogique, ni populiste, ni rien du tout, c'est dans Intéressant la ce qu'elle dit là. Déclaration des droits de l'homme. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que tous les citoyens ont le droit de demander compte à l'administration
pour leur argent, pour leurs impôts. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est normal qu'on dépense 4 milliards d'euros dans les frais de fonctionnement de France Travail? Je pense qu'on a la réponse dans la question en réalité, et que beaucoup de gens seront d'accord. La question, elle est vite répondue. Qu'en penses-tu, mon cher Baptiste? Non, mais elle a tout à fait raison. Et en fait, c'est parce qu'en plus, quand tu regardes, France Travail, c'est Pôle emploi, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le nouveau nom, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu es inscrit chez Pôle emploi? En fait, tu te déplaces. Je parle pas de la fonction où on te donne ton chômage, hein. Je parle pas des allocations chômage, je parle vraiment de la partie chercher le travail. Tu dois te déplacer à des entretiens pour faire un truc où tu as un mec, un fonctionnaire en face de toi, un boomer qui dit alors, vous êtes quoi? Ok, quel est votre nom? D'accord, il rentre sur son ordi, vous cherchez dans quoi? Un truc que tu pourrais faire chez toi, sur ton ordi, vraiment. Donc là, on paye un mec pour remplir un questionnaire que tu peux remplir toi-même chez toi. Donc même si on voulait que, même moi, c'est pas mon cas, mais même si on voulait que France Travail reste un service public qui existe, etc., on pourrait déjà le rentabiliser beaucoup plus parce que tous ces locaux payés, tous ces gens, ils ne servent à rien. Comme elle a dit, en fait, les gens, ils sont sur LinkedIn, ils font la même chose. Tu veux faire un service public, déjà, tu pourrais le rentabiliser. Mais même ça, en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si en plus, ça marche pas, déjà, est-ce qu'on en a bien besoin? Mais encore une fois, le problème, c'est la mentalité de monsieur tout le monde. Quand on a dit, là, quand elle dit, il y a combien d'employés? Excuse-moi, combien elle a dit qu'il y avait d'employés dans France Travail? 54 000 employés à 54 France 000 Travail et 16 000 à LinkedIn. Quand on a dit qu'il y avait 50 000 employés à la mairie de Paris, il me semble que c'était ça, hein. On en a parlé il n'y a pas longtemps, 50 000 employés de la mairie de Paris, et qu'on trouvait ça incroyable. Quand tu as posté l'extrait sur TikTok, j'ai été voir les commentaires. Donc ça, c'est monsieur tout le monde. TikTok, bon, c'est pas le meilleur, hein, de la France, évidemment, mais je veux dire, c'est des gens, c'est pas vous, c'est pas des gens qui sont... C'est les gens qui sont tombés là-dessus. Mais tu en avais des dizaines qui disaient, bah ouais, mais il faut bien que les routes soient propres, etc. Les gens ne se rendent plus compte. Non, mais ils se rendent pas compte que 50 000 personnes pour nettoyer les routes à Paris, c'est trop. Tu vois, ça paraît, ouais, mais bon, il y a tellement, tu vois, bon, ça paraît normal. Et donc là, pour France Travail, le problème, en fait, c'est qu'elle elle soulève un truc, mais tu as des gens qui vont dire, bah, qui vont pas se rendre compte que c'est gigantesque, parce que comme ils n'ont jamais géré une entreprise, ils se rendent pas compte de ce que c'est que de la rentabilité, gérer une masse salariale, etc. Ils vont pas se rendre compte qu'en vérité, si c'était un privé qui gérait France Travail, il aurait sûrement des meilleurs résultats avec 5 fois moins de personnes, en fait. Tu vois? Mais c'est une évidence, mec, parce qu'on le répète à chaque fois. Mais le truc, c'est que dans le public, tu peux pas faire faillite parce que l'État renfloue tes caisses tout le temps. Tu peux pas te faire virer en Mais là, tant France Travail, il qu'employé y a parce même que pas de, il y a même pas gagné de l'argent sur France Travail. Donc là, il y oui, a ils même ont pas même de pas faire gagné faillite. d'argent, t'as raison. Parce Ouais. que là, c'est un truc Alors que, qui est alors c'est, purement de la dépense. et mec, c'est un point super intéressant que tu dis. Parce que LinkedIn, avec moins d'employés, ils arrivent à trouver du travail à 4 millions de personnes chaque année. Et en plus, ils arrivent à générer de l'argent. Eh ben oui, et oui, bien sûr. Alors Non, que mais eux, avec 54 000 employés, ils eux, trouvent c'est du juste de la travail à dépense. Donc normalement, personne. c'est juste de savoir dépenser le moins possible et être le plus efficace. Et ils Ah là dépensent là 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 énormément là et ils là. sont pas du tout efficaces. Quel enfer! Et la réalité, c'est que la France, par exemple, elle peut trouver des excuses heu, pour nationaliser, le train, nationaliser l'énergie ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas le cas actuellement, c'est privatisé mais pas libéralisé. Mais ce que je veux te dire, c'est que la réalité, c'est que ce serait très compliqué de porter un message «On va, nationaliser la recherche de travail en France et interdire à d'autres entreprises d'offrir ce service». Et donc, c'est là où c'est très intéressant parce qu'on peut comparer Oui. directement le service que t'offre le public, l'État, par rapport aux services offerts par le privé, par la compétition, la concurrence, le Mais, marché. d'ailleurs, moi je me dis, si tu crées une entreprise, tu crées un LinkedIn français ou n'importe quel truc comme ça, mais en fait, ça vaudrait le coup de faire une campagne de pub là-dessus. Tu fais une campagne de pub en disant France Travail vous trouve, je sais pas moi, tu sais, 12% machin, nous notre c'est ça, tu vois? Donc venez, inscrivez-vous chez nous. Je suis sûr que, Mmh. tu vois, ce serait une campagne, bon après l'État l'interdirait très certainement parce qu'on est on est en LinkedIn France, France pourrait mais le faire techniquement, mais tu as raison, hein. Il ouais, faudra ouais. avoir, Oui, mais le problème, c'est qu'ils savent que des si tu couilles. fais ça, LinkedIn France, ils savent. En fait, le problème, c'est ça, c'est que la France est tellement puissante, l'État français est tellement puissant pour tout ce qui est entreprise, machin, etc., qu'en fait, LinkedIn, ils savent qu'il faut être dans les bons papiers de la France, sinon ils vont être interdits ou pas référencés, ou tu vois, ils vont leur mettre des merdes, Ouais, tu vois. sinon tu vas avoir Donc une ils sont enquête du toujours. fisc, tu Voilà, vas avoir des toutes les grosses régulations, entreprises se font discrets avec l'État français parce que tu dois travailler main dans la main avec eux, sinon tu n'existes plus. Donc c'est réglé, tu vois. quel enfer. Est-ce que tu veux passer à la dernière réaction? Est-ce que tu as encore du temps? Oui, c'est quoi la dernière réaction? Écoute, je vais te la Ah oui, donner non, parce je me que rappelle. Ah oui, oui, vas-y, c'est important, vas-y, on va faire ça. C'est vrai. c'est choquant les gars, vous allez voir en termes de chiffres. Pour En termes terminer, d'image aussi. oh. Je ferai pas de commentaires. On va réagir à une courte vidéo qui résume très bien. Non, non, mais attends, il euh, faut quand même dire ce que c'est avant parce que c'est pas forcément Ouais, évident. mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah, d'accord, C'est ok. un T'allais expliquer. témoignage. On va réagir à une vidéo, à un témoignage d'une personne
qui, comme plein d'autres, a changé de sexe en France et nous explique les frais Comme que ça plein a d'autres. engendré pour, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un cas isolé. C'est qu'il y a quand même de plus Oui, en oui. plus de changements de sexe et regardez ce que ça coûte aux En fait, c'est contribuables. intéressant, je le dis parce que c'est intéressant parce que c'est la première fois, en tout cas que moi je vois, quelqu'un qui ne dit pas combien ça coûte, mais qui dit combien ça lui a coûté de sa poche comparé à combien ça a coûté en total. Donc combien nous, on a payé. Et combien l'État ouais, c'est ça, combien l'État a payé, exactement. Ouais, nous, quoi. Ouais, Enfin, plus toi et moi, ouais, mais c'est ça, ouais. Les seins, ça a coûté 7 000 euros. Ok. Le premier BBL, donc lifting des fesses brésilien, je l'ai fait en Tunisie, ça a coûté 3 000 euros. La plastie, donc le changement de... J'ai dû le faire 4 fois parce que ça a été raté la première fois, donc c'était pas fonctionnel. Et c'est 20 000 euros à chaque fois, donc 4 fois. Donc en tout, cela a coûté à peu près 150 000 euros. Donc sur ces 150 000 euros, j'ai payé de ma poche mes BBL, donc 8 000 euros en tout. Sinon, tout le reste a été pris en charge. lui, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Alexis Chan ou c'est pas lui. Alors moi, je peut-être, me demande si c'est un gag, Alexis Ouais, c'est c'est un Chen. ça, sketch. c'est ça. Le pauvre, il est en PLS. Mais Le mec, il a été éduqué par un lourd daron de je sais pas quel pays d'Afrique. Il est en PLS. ouais, non, et puis lui, hein, il parle souvent de libéralisme et tout aussi, donc je pense Économie, que ça quoi. le rend fou. Quand c'est pris en charge, bon. juste pour ceux qui sont un peu mongoliens, c'est peut-être 1% de notre audimat, pris en charge, ça veut dire que ça a été payé par le contribuable, évidemment, par vous. Alors déjà, il y a deux choses très intéressantes là-dedans. Il y a deux grosses choses. La première, c'est que la France paye pour ce genre de choses, donc finance et tout. Et la deuxième chose, c'est que la qualité des soins en France est tellement basse qu'il a dû se faire refaire 4 fois la chatte parce qu'elle était foireuse. Donc, c'est-à-dire qu'en France, non seulement on finance, mais en plus on fait mal. Parce que c'est le cas. En France, on paye la sécu, etc. Mais regarde, moi, c'est facile. J'ai en tout, sur le corps, je dois avoir à peu près 120 ou 130 points de suture, un truc comme ça. Ok. Donc, j'ai été me faire recoudre pas mal de fois. Ouais, ouais. Ah ouais. La dernière fois que je me suis fait recoudre, c'est le bras, ici au Texas, 21 points de suture. Que en travaillant, je me suis coupé avec une plaque de métal. Je crois que ça se voit. Je sais là. Je sais pas si on voit à la caméra. Je sais même plus où c'est exactement. Peut-être quand ce sera en HD. Ouais, je crois que c'est par là. Mais bon, bref, Ok. peu importe. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est là, on voit, hein, non? Oui, je crois. Ouais. Je sais plus. Yes. Ouais, bon, peu importe. Mais c'est les plus beaux que j'ai jamais eu. Et c'est les seuls que j'ai pas fait en France. C'est la première fois que les trucs sont parfaitement alignés. C'était vraiment tout nickel. Les fils sont partis tout seuls, etc. Et je suis passé que 30 minutes à l'hôpital. Je suis arrivé à 23h30. À minuit, j'étais dans ma bagnole. Tout ça pour dire. Donc il y a la qualité. Donc en France, non seulement c'est foireux, mais en plus on paye. Donc c'est-à-dire que là, ça a coûté 150 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il a dû se refaire 4 fois la moule. 4 fois. Donc ça a été foiré 3 fois. C'est-à-dire, tu vois, il y a ce double truc. On paye et en plus on fait n'importe quoi. On gaspille parce que ça aurait pu coûter beaucoup moins cher s'il lui avait réussi la schneck la première fois. Mais tout ce que fait l'État le fait mal, malheureusement. Dès Mais que oui, c'est géré mais c'est par un l'État à un truc de moment ou à un fou. autre, c'est mal un fait. truc de Même fou. ça, ouais. Même ça, c'est foireux. Elle a dit c'était pas fonctionnel. Il a dit, à chaque fois je dis elle, mais il a dit c'était pas fonctionnel. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le mec avait la chatte foirée. Ouais. Bref. Et encore une fois, les gars, pour moi, c'est important de le préciser. Moi, un adulte qui a des problèmes psychologiques ou qui a un problème biologique ou je ne sais quoi, qui fait ce qu'il veut avec son corps, il en assume les responsabilités. J'en ai rien à. Le gros problème, c'est que ça, c'est payé par l'État. Les séances de psychologie, c'est payé par l'État. On vous met cette idéologie en tête dans l'école publique, dans la culture financée par l'État. Tout ça, c'est payé avec votre fric, toute cette folie. Voilà. Et le truc, c'est que par contre, il ne faut pas se tromper de combat parce que je vois beaucoup de mecs, je l'ai déjà dit une fois ça, trouver que ça, c'est c'est hors de question, c'est vraiment n'importe quoi, etc. Mais dites-vous qu'en vrai, on se plaint, on gueule, etc. Mais les transsexuels, ça représente peanuts dans le budget de la sécurité sociale. C'est pas ça qui vous fait perdre de l'argent. C'est un Il y a tout, en fait. plus de francs. Oui, mais il y a entre. C'est pareil, les gens, ouais, alors moi, la CMU, les transsexuels, ça c'est non, etc. Mais vous savez combien d'argent vous font perdre juste des Français qui n'ont pas envie de se lever le matin d'aller au boulot? Qui vont faire des arrêts maladie, etc., payés par la Sécu. Le nombre de mecs qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont un panari, une merde, un truc, et c'est payé par vous. Vous savez combien de fois ça vous fait perdre? Je peux vous assurer que ça, c'est des millions
des millions. C'est beaucoup plus que n'importe quel transsexuel. C'est beaucoup plus que n'importe quel clandestin. Hein. Donc la Sécu, c'est une merde dans son ensemble. Même si on prend juste les Français, mec, même si on prend juste les blancs, Oui. combien de casseuses blancs vont faire des arrêts maladie 1 ou 2 fois par mois? Mais, Combien mais, de enfin, casseuses mais blancs même 2 ne fois, travaillent 3 fois pas par an, c'est ne énorme. Même Ouais, 2 c'est ou 3 ça, fois par an, c'est énorme. mais non, mais C'est mec, tu énorme. sais que Tous tu les sais qu'il y en a 3-4 plein que mois. non, mais tu sais que pour un mal de tête, les mecs, ils vont voir le Je médecin 1 sais. fois par mois pour se faire poser une Oui, journée, hein. Ça, c'est pour ceux mais qui je sais. travaillent. Mais pour ceux qui il y en a plein aussi qui travaillent pas et ça coûte, une blinde énormément comme tu l'as très bien dit et à côté de ça, mec, en 2025, une baisse du remboursement par la sécu des consultations et des médicaments. Et les tarifs pour les soins dentaires, etc. Bah, enfin, bref. Mais tout ça pour vous dire Ah que là là. la Sécu, il faut être contre dans son ensemble. Il ne faut pas tomber dans Ah le piège de oui. dire non, il faut que ce soit réservé aux Français, etc. Non, le principe même est odieux et c'est voué à l'échec dans tous les cas. Dans tous les cas, ça vous fera perdre énormément d'argent et ça fera baisser la qualité des soins en France. Et pour les gens qui sont tentés, là, quand je dis ça, je le redis à chaque fois, de mettre un commentaire de 3 pages pour nous expliquer blablabla, que c'est mieux, que c'est comme ça, etc. Allez voir l'épisode Radio Dixie sur la sécurité sociale. Il y a un épisode sur le sujet. Allez voir entièrement et répondez aux arguments de cette vidéo. C'est pas la peine de mettre un commentaire ici pour nous parler de la sécurité sociale si vous n'avez pas vu cet épisode. On le verra direct et il sera supprimé. Vous serez ban. Voilà, parce que vous n'aurez pas respecté les consignes. Donc, on fait des épisodes sur les sujets. C'est pour que les gens puissent voir ce qu'on a à dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec un des arguments de cette vidéo, alors il n'y a pas de souci. Vous commentez, vous dites qu'on a tort. Mais là, je veux pas me retrouver avec des pavés pour des trucs auxquels on a déjà répondu dans l'épisode spécial sur la sécurité sociale. fait. Voilà. Moi, je veux juste faire un résumé, mais vraiment de 30 secondes, mec, parce que pour moi, c'est important. Allez. Pour tous les flemmards qui vont jamais aller voir cet épisode. Un résumé de 30 secondes. La sécurité sociale, sur le principe, c'est de la merde, parce que c'est prendre de l'argent à certains pour le donner à d'autres. C'est Elite ou Shadowark dans les commentaires, qui fait du sport tous les jours, qui limite sa consommation d'alcool, qui fume pas, qui fait attention à sa santé, qui va payer pour Robert ou Rachid, qui boit 3 bouteilles de whisky par semaine, qui fait pas de sport et qui bouffe 10 barres de sneakers par jour. Ne serait-ce que sur le principe, en fait, prendre de l'argent à certains pour la donner à d'autres de manière arbitraire, que ce soit pour la santé ou pour quoi que ce soit d'autre, c'est du vol. C'est complètement inacceptable. Et en plus, c'est complètement inefficace aussi parce qu'on sait que tout ce qui est géré par l'État est dilapidé. On l'a répété maintes et maintes fois, les systèmes de sécurité privés, comme dans toutes les industries, tous les secteurs, quand ils sont privés, c'est plus efficace. Le taux de survie des cancers, le taux de survie des maladies graves est plus élevé aux USA ou dans les pays plus libéraux qu'en France. Sans oublier que le taux de dépistage est le même plus élevé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plus de dépistage qu'en France. Donc c'est pas parce que les gens ne se font pas dépister. C'est que malgré qu'il y ait plus de dépistage, le taux de survie, il est plus élevé. Donc pour terminer là-dessus, autant sur les principes que sur l'utilitarisme, l'efficacité, la sécu, c'est de la merde. Encore une fois, ne répondez pas à ça en commentaire ici. Allez voir l'épisode complet où c'est développé, etc. Tout ça pour dire aussi que quand le Guise vous dit que c'est prendre de l'argent pour donner à d'autres, etc., ne pensez pas que c'est de la solidarité. La solidarité, ici, ça existe. Ici, il y a des soins gratuits qui sont financés par des dons, etc. Ça existe aussi. Ici, il y a plein d'associations qui s'occupent d'aller soigner les SDF, d'aller soigner les gens qui ne peuvent pas payer des soins ou d'une assurance santé, etc. Vous avez plein de boîtes ici, des pharmacies, etc., qui font des coupons que pour les gens qui n'ont pas l'argent, pas de sécurité, pour qu'ils puissent avoir leurs médicaments, tout ça. Simplement, ce sont par volontariat. C'est la pharmacie qui décide de faire ça, c'est les gens qui décident de donner l'argent. Donc le mec que tu as cité là, je ne sais plus comment il s'appelle, Soir Charcot, blablabla, si on lui prend pas son argent pour la sécu, il a quand même la possibilité de dire moi je donne quand même une partie de mon argent pour soigner ceux qui veulent pas. Simplement, il le décide et c'est ça la solidarité. À partir du moment, et ça c'est un truc qu'on a dû répéter un millier de fois, mais il faut que ça rentre, voler pour redistribuer, ce n'est pas de la solidarité. Si vous vous baladez dans la rue, que je vous mette deux droites dans la gueule, que je prends dans vos portefeuilles et que je donne à un SDF, personne ne va dire que vous avez été solidaire. Personne ne va dire ah bah bravo, vous avez été généreux. T'as pas été généreux. Je t'ai pété la gueule, je t'ai pris ton argent. En France, c'est tu payes ou tu vas en prison. On donne ton argent aux autres, avant on fait bravo, t'as été généreux. Non, la générosité, c'est pas ça. Quand on n'a pas le choix, c'est pas de la générosité. Donc, et même d'un point de vue chrétien, ce n'est pas faire le bien. Si le bien c'est obligatoire, si tu décides pas et que les gens te forcent à faire le bien, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien. C'est le libre arbitre, c'est la libre décision de choisir entre le mal et le bien qui fait que tes actions sont bonnes. Donc même d'un point de vue chrétien, ce n'est pas chrétien. D'être chrétien, c'est donner son temps, comme on fait. Son argent, sa propriété. Donner son temps, son argent, etc. volontairement pour essayer de faire le bien, de rendre la charité, etc. Ça, c'est charitable. La sécurité sociale, ça n'est pas charitable.
Ça ne l'est pas. Par définition, ça ne l'est pas. Non, Point ça à l'est la pas. ligne. Voilà. Et comme les gens en fait, comme les gens aiment bien se projeter aussi, au-delà de la critique, des principes et j'aime bien aussi projeter les gens pour qu'ils se rendent compte d'autres choses auxquelles ils sont jamais exposés. Dans un monde libre, tout le monde a beaucoup plus de revenus, vit beaucoup mieux. Tout le monde, en grande majorité, peut se payer une assurance privée. Pour ceux qui ne peuvent pas se payer d'assurance privée, eh ben, il y a la solidarité, qui a toujours existé avant que l'État existe et en plus de ça, les gens, ont un intérêt à prendre soin d'eux et à dépenser moins en santé. Parce que quand c'est la sécurité sociale qui rembourse tout, bah, tu n'as plus aucun intérêt direct si tu es, un naze à faire attention à ta santé. Parce Tu que vois, si tu as là un où, problème, là où je l'État vois, va rembourser. dans le truc, il y a le Bayern de Munich qui dit là où il y a une faiblesse aux USA. Alors déjà, les USA, ce n'est pas l'exemple parfait du libéralisme, etc. Ce n'est que 14e pays le plus libéral au monde, on l'a déjà dit. Donc c'est pas parce Et, qu'aux et- USA, et il la y a santé, quelque chose. et la santé aux US n'est Oui, pas oui, mais parfaitement attends, libérale non voilà, plus. exactement. Ce n'est Ouais. pas parce qu'il y a un truc qui marche pas aux USA que ça veut dire que ce modèle-là ne marche pas, encore une fois. Mais le Bayern de Munich qui dit là où il y a une faiblesse aux USA, c'est pour les soins de longue durée, blablabla. Encore une fois, tu n'as pas été voir notre épisode parce que ça, c'est un argument auquel on a répondu déjà. Donc, tu devrais aller voir justement notre épisode et tu verras que tu auras la réponse à cet argument, justement. Exactement. Parfait, on donne pas la réponse, comme ça les gens iront voir. Exactement. Et je tiens à finaliser cette émission, si ça te Oui, convient, allez. en disant, en passant le bonjour à Dominique, catholique tradi, qui paye grâce à ses impôts des centaines de milliers d'euros pour des changements de sexe. J'espère que, j'espère que ça fait pas trop mal. Euh, et un grand merci à tout le monde, un grand merci à toi Baptiste. C'est toujours génial de faire cette émission avec toi. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude sur Sûrement une Patreon. émission la semaine prochaine. Ah bah parfait mec, tu me dis quand tu peux. Sur Patreon dans les prochaines heures, sur YouTube dimanche à 17h heure française. Je vous remercie encore et à la prochaine. Ciao Baptiste, ciao les gars. Ciao.